Salut Vincent, Salut Marc. je suis ravi de te retrouver, merci d'être venu jusqu'à moi à Paris, tu nous viens de Dijon mais tu es un homme en éternel mouvement, tu es aussi entre l'Europe, les États-Unis et j'imagine bien d'autres pays, tu es un spécialiste du plancton et des algues et tu abordes ces questions moins sous l'angle purement descriptif de chercheur pur et dur, tu expliques que ce sont deux atouts qui sont largement oubliés, largement négligés des humains en général. On va faire une première série avec toi qui concerne le plancton. Et pour les habitués de Baleine sous gravillon, toi-même tu me fais l'honneur de le savoir, on a déjà traité ce sujet avec quelqu'un que tu admires beaucoup comme moi, qui s'appelle Pierre Molot, Tout à fait. qui est ce grand-père extraordinaire à qui Jacques Perrin avait fait appel pour son fameux film Océan. Ce Pierre Molot, avec qui j'avais fait une des toutes premières séries de Baleine sous gravillon sur le plancton, qui lui a écrit le manuel du plancton. Et là, toi, tu proposes un livre qui s'intitule Manifeste du plancton. Avant que tu m'expliques pourquoi tu fais ça, et pourquoi ce titre, et pourquoi un manifeste, on va quand même te présenter. Tu bosses à l'ONU, tu es économiste de formation, tu as bossé sur ces questions de faim dans le monde. Je vais un peu te présenter en quelques phrases. Pour l'essentiel, je travaille à l'ONU, conseiller sur les océans. Depuis quelques années, j'ai créé la première coalition mondiale des acteurs de l'algue. Donc je co-dirige en tout cas avec le CNRS cette coalition qui regroupe tous les acteurs qui travaillent sur les algues aujourd'hui. Je suis aussi auteur puisque j'ai sorti un livre et j'en sors quelques-uns encore, on en reparlera sûrement. Qui est entre nous sur la table, qui s'appelle La Révolution des algues, qui t'a valu d'être invité partout. Tu en as vendu combien? 30, 40 000? Oui, quelques-uns, oui, en effet. Et puis traduit dans beaucoup de langues, pas mal de prix, et puis une adaptation en livre pour enfants, comment les algues peuvent sauver le monde. Et je m'empresse de préciser, Vincent, que ce livre-là qui est sur la table entre nous, ça fait longtemps que je l'ai. Et la raison pour laquelle on fait ce podcast aujourd'hui, c'est que ce bouquin sur les algues, alors on a dit que nous on faisait un truc sur le plancton, mais ça fait partie de ta C'est présentation. la prochaine étape. Voilà, c'est que ce bouquin sur les algues va faire l'objet d'une BD qui sort début juin. Tout à fait. Et qui sort juste avant ce fameux UNOC dont tu vas nous rappeler ce que c'est. Voilà, alors en juin, en effet, se déroule la conférence de l'ONU sur les océans, UN Ocean Conference, donc UNOC. C'est la troisième et qui est marquée par beaucoup d'ambition, portée par le gouvernement français. Ils veulent faire de l'UNOC l'équivalent de la COP 21. D'ailleurs, le président Macron a annoncé qu'il souhaitait que les accords de Nice, qui feront suite à l'UNOC, puisque l'UNOC se passe à Nice, devront être pour l'océan ce que les accords de Paris sont au climat. Donc il y a vraiment une ambition forte de coopération sur un sujet essentiel, sur notre plus grand bien commun à tous, qui est l'océan, et sur lequel il y a aujourd'hui, au niveau institutionnel, très peu de collaboration et très peu de coopération. Donc ce bouquin sur les algues, il est sorti en 2021. Là, la nouveauté, c'est qu'il va être adapté en BD, vu le succès qu'il a eu. Tu es passé chez tous les copains, les confrères, les collègues. Et là, je t'ai invité pour parler du plancton qui est quelque part l'autre jambe de ton intérêt. Et on va voir qu'il y a beaucoup d'algues qui sont dans le plancton, tout simplement. Donc ces deux sujets sont liés d'évidence. Enfin, il y a beaucoup de choses que tu dis dans La Révolution des algues, que tu dis aussi dans ton nouveau livre sur le plancton. Et ce livre-là, eh bien, il est sorti depuis fin mai. Ouais. Il est titré « Le manifeste du plancton ». Pourquoi tu l'as titré comme ça ? Parce qu'il y a un appel à une prise de conscience globale sur cette majorité invisible qu'est le plancton. 95% de la biomasse de l'océan, donc quand on nous parle des dauphins, des baleines, des algues, des macroalgues, donc des poissons, c'est évidemment essentiel et important, mais il ne faut pas oublier que 95% c'est du plancton. Et personne n'en parle, et quand on demande aux gens ce que c'est le plancton, et ben on vous dit ouais c'est du krill, c'est ce que mangent les baleines, on vous dit ces petits trucs invisibles qui servent à rien, alors que c'est l'essentiel. Tout le vivant vient du plancton, c'est l'essentiel de la vie sur Terre au niveau historique et au niveau biologique, et c'est un grand oublié, l'essentiel est toujours invisible à nos yeux, disait Saint-Exupéry, et c'est encore plus vrai au niveau des grandes institutions, c'est-à-dire que en défendant les algues, j'ai pu déjà aller voir des fermes d'algues qui étaient terrassées par des planctons où la productivité des fermes était bonne grâce au plancton. Donc on a une espèce de boîte noire autour de ces fermes d'algues dont on ne sait pas grand-chose. Donc c'est inquiétant. Et puis j'ai découvert aussi qu'en allant défendre les algues dans les grandes conférences onusiennes, la COP Climat, l'Assemblée Générale de l'ONU, etc., qu'on parlait jamais du plancton. C'est-à-dire que le plancton, à travers la pompe océanique, absorbe presque un tiers des gaz à effet de serre. Il n'y a jamais eu une seule mention du plancton dans les accords sur le climat. C'est quand même délirant. Il a fallu attendre la COP 21 pour que l'océan soit mentionné dans les accords sur le climat, des COP, et le plancton n'a toujours eu aucune mention, alors qu'il a un rôle qui est essentiel, équivalent à ceux des forêts. Donc en fait, c'est un peu comme si on ignorait les forêts sur Terre, d'ignorer le plancton. Donc ce manifeste, c'est un document qui au début était un document très court de 10 pages, que j'ai effectué en collaboration avec tous les grands scientifiques et les grands spécialistes du plancton. Au niveau mondial, donc des Japonais, des Américains, des Français, des Anglais,
Tu m'as dit que ce bouquin, c'était le prolongement d'un travail que tu ça. réalisais dans le cadre de ton boulot à l'ONU. C'est ça. En fait, on a au début, avant ce livre de 200 pages, on a sorti un petit document de 20 pages pour expliquer aux dirigeants, pour expliquer aux grands chefs des institutions pourquoi il fallait commencer à prendre en compte le plancton et à comprendre quels étaient les enjeux et qu'est-ce qu'il fallait faire de façon urgente pour résoudre les grands défis de notre époque et pourquoi il fallait intégrer le plancton. Donc on a réuni avec notre équipe les grands spécialistes, on a travaillé ensemble pendant 6 mois pour sortir lors de l'Assemblée Générale de l'ONU 2024 ce manifeste du plancton, un document de 10 pages qui permet de comprendre de façon consensuelle, puisque tous les grands scientifiques le soutiennent, de comprendre l'importance vitale du plancton dans l'histoire, mais surtout dans l'avenir de notre planète. Et pourquoi il faut commencer à comprendre le plancton, et pourquoi aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on a une possibilité énorme qui s'ouvre à nous, qui nous remplit d'espoir et de solutions. On a compris ton grand souffle, ton grand projet qui est lié à l'ONU en plus, et donc bien sûr que Baleine sous Gravillon est avec toi sur ce coup-là. Vincent, on va quand même représenter le plancton, on va en revenir aux fondamentaux à l'orée de cette série qu'on fait avec toi. Moi, ce que j'ai envie de rappeler, tu connais mon goût, voire ma passion pour l'étymologie, c'est que plancton vient d'un mot grec qui signifie qui dérive. Dans les océans, le plancton s'oppose au necton. Tu sais, cet art de faire deux grands groupes partout où on passe. Ce qui vit dans l'océan peut se subdiviser en deux groupes. Ce qui choisit sa direction, ça s'appelle le necton. Et ce qui ne le choisit pas, et là, ça s'appelle le plancton. Pour autant, Vincent, et c'est toi qui vas me le dire, le plancton, c'est un nom fourre-tout dans lequel, alors tu as failli me gifler tout à l'heure quand j'ai dit qu'il y avait le phytoplancton et le zooplancton, les choses aujourd'hui sont un peu plus complexes. Est-ce que tu pourrais nous présenter ce plancton, nous expliquer que voilà, de quoi parle-t-on finalement ? Alors déjà, pour compléter ce que tu disais, dans l'océan, il y a quand même toute une zone dont tu n'as pas parlé. Il y a une première division avant le necton et le plancton qui est entre le benthique et le pélagique. Donc le benthique qui est sur les sédiments, au fond de l'océan, toute cette vie qui est extrêmement intense, et le pélagique qui est donc dans la colonne d'eau, qui flotte ou nage. Dans ce pélagique, on a en effet le necton et le plancton. Le plancton, c'est tout ce qui ne peut pas remonter le courant. Donc, pour plus des 2/3, ce plancton, il est invisible. Ce sont des micro-organismes qui peuvent être tout petits. On parle de petits virus qui peuvent être 10 milliards de fois plus petits qu'un millimètre. Donc c'est vraiment des choses qui sont absolument microscopiques, même nanoscopiques, ou pictoscopiques on dit. Et on va aller jusqu'à des animaux extrêmement grands. On a des méduses qui peuvent avoir des tentacules jusqu'à 36 mètres de long, la crinière de lion, et même un organisme qui peut mesurer jusqu'à 100 mètres de long, qui est le siphonophore, une espèce de long gélatineux qui vit dans les abysses, et assez fascinant par ailleurs. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'on a ici une énorme diversité de taille. C'est-à-dire que si on prend le plus petit virus qui existe dans l'océan, et qu'on le mesure par rapport à un siphonophore de 100 mètres de long, ça équivaut à prendre une fourmi et à la comparer à la Grande-Bretagne, en termes de taille. Donc on a une diversité de taille au sein du plancton qui est phénoménale. Et encore une fois, l'essentiel va être constitué par des micro-organismes. Comme tu l'as dit, ces micro-organismes, longtemps on s'est dit, bon, dans l'océan, ça doit être pareil que sur Terre, on va prendre les animaux, les végétaux. Donc tout ce qui est végétal, donc la définition d'un végétal, c'est quoi ? C'est que c'est un autotrophe, c'est-à-dire qu'il est capable de créer sa propre matière grâce à l'énergie du soleil. Autrement dit, un producteur primaire. Un producteur primaire ou producteur photosynthétique. Il utilise la photosynthèse pour créer sa matière, comme les végétaux. Et on a une autre partie du plancton qui est ce qu'on appelle zooplancton, qui va manger les autres planctons. Donc, ils sont des hétérotrophes. Et en fait, la réalité, ce qu'on a découvert depuis quelques années, tout se découvre actuellement au niveau du plancton. On commence à peine à comprendre le plancton, ça c'est un autre sujet. Mais ce qu'on a découvert, c'est que l'essentiel des planctons était à la fois animal et végétal. C'est-à-dire qu'ils étaient producteurs primaires, photosynthétiques, mais aussi capables d'ingérer d'autres organismes pour créer leur matière organique. Du coup, on a appelé ça à un moment des végimaux, c'est-à-dire des êtres un peu trans. Il n'y a pas que dans les genres humains qu'on a de la fluidité. Même chez les planctons, on a une forme de fluidité entre animal et végétal. Et on appelle ça plus techniquement des mixoplanctons. Et l'essentiel des planctons sont des mixoplanctons. Donc la barrière entre phytoplancton et zooplancton, on s'en sert encore parce que c'est simple, mais elle n'est pas réelle. Et le plancton, c'est surtout aussi beaucoup des bactéries, des virus, des archées, on pourra peut-être en parler, qui sont nos ancêtres, des champignons, des microcellulaires. Donc il y a une grande diversité. Et c'est intéressant de voir qu'on a voulu plaquer nos modèles terrestres sur l'océan, et que ces modèles terrestres, ils sont inexacts, parce que l'océan, ayant 4 milliards d'années d'existence, et donc de complexité, quand nos organismes terrestres n'ont qu'un demi-milliard d'années d'ancienneté, eh ben, ce qu'il y a dans l'océan, c'est évidemment beaucoup plus complexe, et ça ne rentre pas dans les cases de notre biologie terrestre. Et c'est ça l'enjeu aussi du plancton, c'est de comprendre ce système Terre dans sa globalité, et cette biologie planétaire.
Avec toi, on va pas trop détailler les grandes familles de plancton, les dinoflagellés, les diatomées. Pour tout ça, je renvoie vers l'excellente série que tu as d'ailleurs écoutée avec Pierre Molot. Avec toi, on va plus parler de ton manifeste et évidemment de ce que tu racontes dans ton livre. Je voulais juste ajouter concernant la biomasse, Vincent, c'est un de mes grands sujets là, de mon bouquin Idées fausses, la répartition de la biomasse sur Terre. Moi, je me bats pour que les grands ordres de grandeur soient connus maximum en fin de sixième, qu'ils soient enseignés à l'école. J'ajoute quand même à ce que tu as dit que bien que les océans recouvrent 71% de la planète, et ce n'est pas réduire leur importance, ce que je vais dire, c'est que tous les océans, c'est 1,5% de la biomasse de la planète Terre. C'est-à-dire qu'il y a considérablement plus de biomasse dans les sols et sur Terre que dans l'océan. Mais ça n'enlève rien au fait de l'importance du plancton. En revanche, les 3/4 de la vie animale sont dans l'eau. Enfin, bref, je veux pas trop complexifier le truc. C'est intéressant, mais je vais en profiter pour faire un petit aparté. En fait, on est face à des pyramides du vivant qui sont radicalement différentes. On a ce qu'on appelle le paradoxe du plancton, qui est en écologie, normalement, on dit que ne peut pas y avoir plus de consommateurs que de ressources dans un écosystème donné. Or, si on regarde, c'est pas vrai pour le plancton. Il y a beaucoup plus de consommateurs sur une zone donnée que de production. Et la différence, oui, elle est fondamentale, c'est que le plancton se renouvelle extrêmement rapidement. Pour dire, c'est si on prenait une forêt, elle se renouvelle en décennies. Le plancton se renouvelle en 5 jours. Tout le plancton mondial se renouvelle en 5 jours. Le plancton producteur primaire. Si on prenait tous les jours les producteurs primaires qui sont créés sous forme de plancton, ça ferait une planche de bois de 7 cm sur 30 cm qui irait de la Terre à la Lune, tous les jours. Finalement, on a une pyramide du vivant qui est très différente. Et même des chaînes alimentaires qui sont très différentes. Exactement. Sur un espace, on aura très peu de producteurs primaires et beaucoup de consommateurs, alors que sur Terre, c'est l'inverse. Ce qu'il faut comprendre, et ce que tu disais par exemple sur les plantes, mais évidemment, les plantes, c'est 83% de la biomasse sur Terre. 460 gigatonnes. Elles produisent la moitié de l'oxygène tous les jours. L'autre moitié, il est produit par 0,2% de la biomasse. C'est-à-dire que 83% de la biomasse, les plantes, produisent autant d'oxygène que 0,2% de la biomasse qui est le phytoplancton. En fait, une plante, elle produit très peu d'oxygène parce que l'essentiel de la matière, elle n'est pas morte, mais c'est des troncs. Elle n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace, elle ne fait rien. Le plancton, c'est 100% qui se renouvelle très vite et qui est efficace à créer de la matière et de l'oxygène. Donc on parle de choses qui ne sont vraiment pas comparables. C'est sans doute pas pertinent en fait de comparer en termes de biomasse. Loin de moi l'idée de vouloir te taquiner, cher Vincent, mais justement aussi dans mes idées fausses, j'explique que tu vois, moi il y a une phrase qui me fait tiquer, c'est tous ceux qui disent on doit une respiration sur 2 aux plantes et l'autre au plancton. Ça, j'ai expliqué dans mon bouquin que c'est faux. C'est vrai si on parle d'oxygène brut, mais comme tu le sais, la plupart de cet oxygène est quasiment intégralement réabsorbé dans la proximité immédiate du plancton et des forêts. Alors moi je vais être plus radical que ça, je vais dire que 100% de l'oxygène qu'on respire, on le doit au plancton. C'est une théorie intéressante qui est de dire, évidemment, les réserves d'oxygène, il y en a 1 ou 2 millions d'années dans l'atmosphère. Donc même si l'océan arrêtait de produire de l'oxygène, ça ne changerait absolument rien et on mettrait 2 millions d'années à le sentir. Le plancton aujourd'hui ne génère plus d'oxygène dans l'atmosphère. Donc aujourd'hui, le plancton produit de l'oxygène qui reste dans l'océan, qui est absorbé par la vie océanique. Les forêts créent le nouvel oxygène que l'on peut respirer, même si c'est une partie infime de ce qui existe déjà. Mais finalement, cette partie qui existe déjà, elle a essentiellement été créée au cours des milliards d'années par le plancton à une époque où la vie océanique était beaucoup moins riche, et donc où le plancton laissait sortir de l'oxygène. D'ailleurs, on pourra en parler, mais ça a détruit la vie sur Terre à une époque. On va en parler. Et donc, l'oxygène, il est dans l'atmosphère grâce au plancton. Les plantes se sont créées grâce à l'oxygène créé par le plancton. Sans l'oxygène créé par les planctons, sans les lichens créés par les microalgues, il n'y aurait jamais eu d'oxygène créé par les plantes. Donc 100% de l'oxygène qu'on respire, on le doit au plancton. J'aimerais bien qu'on parle avec toi du rôle du plancton, et tu as déjà commencé à le faire, dans l'histoire de la vie sur Terre, et partiellement c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'en gros, il a pavé la route de ce qui est sorti de l'eau, d'une certaine manière. En tout cas, des premières plantes, si on peut appeler ça comme ça, qui étaient en fait des algues. Tout à fait. En fait, et c'est important, et pourquoi il faut repartir dans l'histoire, parce qu'évidemment, il faut connaître son histoire pour bâtir son avenir. Et non seulement, je pense que le plancton a façonné la vie actuelle sur Terre, mais il détient les clés de son avenir. Donc ça, c'est important, c'est de comprendre enfin comment tout s'est créé. Si on veut rebâtir une maison, on commence pas par le toit, on commence par les fondements, le premier étage, le rez-de-chaussée, etc. Dans la vie sur Terre, c'est pareil, et les fondements de tout, c'est le plancton. Au départ, la vie sur Terre, c'est la vie planctonique. Le premier organisme vivant, alors comment il est arrivé, on ne le sait pas, mais on sait son nom, il s'appelle Lucas, Last Universal Common Ancestor, donc notre dernier
ancêtre commun en fait. Alors c'est pas forcément le premier organisme vivant sur Terre d'ailleurs, hein. C'est celui qui a permis de survivre, celui qui a créé une lignée jusqu'à nous en fait. Donc c'est le dernier ancêtre commun à tout le vivant sur Terre aujourd'hui. Ne perds pas ton fil, il y a eu beaucoup d'essais et d'erreurs avant Lucas, c'est aussi un truc que je raconte. Voilà. Et Lucas, on va achever de le présenter, il devait grosso modo ressembler à une bactérie, juste pour qu'on ait une vague idée de à quoi il ressemble. Je dis très grosso modo. Il y a des théories qui disent qu'une partie de ces organismes vivants sont venus par des météorites glacées, puisqu'on sait que certaines parties de l'océan sont plus anciennes que notre système solaire. Ça, c'est intéressant à savoir aussi. Et donc, ça veut dire qu'on a forcément été bombardé par des météorites glacées qui ont amené l'eau d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y avait pas une cellule de vie ici qui a pu donner naissance à tout le reste ? Pourquoi pas ? Ce qui voudrait dire que nous sommes tous descendants d'extraterrestres. Certains scientifiques défendent cette théorie-là, avec plusieurs étapes d'ailleurs, plusieurs invasions de virus ou de vie extraterrestres qui ont modifié la vie sur Terre. Donc ça, c'est une première possibilité. La question, c'est comment, à partir d'une poussière d'étoiles, de lave en fusion et de roches, on a créé une cellule de vie qui a abouti à ce Lucas, qui a donné naissance à toute la génération qui existe après et tout ce qui fait le vivant aujourd'hui. J'ai envie de résumer ce que tu dis à quelque chose de très simple. C'est que le tout premier plancton de notre lignée, tu as bien dit que c'était pas la première trace de vie apparue sur Terre, mais qu'en tout cas c'est celle à laquelle on est remonté, c'est notre grand-mère commune. Je préfère dire grand-mère d'ailleurs que grand-père pour Lucas, pour honorer toutes nos grand-mères, nos mamans, exactement. etc. Lucas, d'une certaine manière, a été un des premiers planctons de l'histoire de la vie, puisque notre sujet, c'est le plancton. Oui, tout à fait. Et c'est peut-être l'occasion de rappeler un truc tout bête qu'on n'a pas pris la peine encore de dire, c'est que la vie est née dans l'océan et qu'elle a mis un temps infini à en sortir. Oui. Les 9/10 de l'histoire de la Terre, la vie est restée confinée dans l'océan. Oui, on pourra y revenir, mais c'est vrai que l'étape de conquérir la Terre pour la vie, ça a été un truc incroyable qui a attendu 3,5 milliards d'années. C'est il y a seulement un demi-milliard d'années que la vie a migré sur Terre avec une association entre des microalgues et des champignons. Mais jusque-là, en effet, pendant l'essentiel de la vie, c'est dans les océans uniquement. Alors, est-ce que Lucas était planctonique ou benthique ? On ne sait pas trop. Il y a pas mal de scientifiques qui disent que se reproduire en suspension, pour ceux qui ont essayé pour nous en parler, c'est quand même compliqué. Donc, sans doute, on a commencé dans le benthique pour après devenir planctonique, mais le planctonique a été déterminant parce qu'en fait ça a permis d'évoluer. C'est-à-dire que c'est ça l'intérêt du plancton, c'est que quand on est dans le benthique, quand on est dans les sols, on rencontre personne. On reste à l'état dans lequel on est. En se mettant en suspension et en dérivant, on rencontre d'autres organismes, on mute avec eux, on fait des mélanges, on fait des symbioses, et on devient beaucoup plus complexe et beaucoup plus sophistiqué, et on va même arriver à l'autre Big Bang de la biologie qui est la multicellularité. Alors, ne perds pas ton fil, Vincent, mais je voudrais juste ajouter quelque chose à ce que tu viens de dire qui me fascine. J'en ai parlé dans ma dernière série de mécanique du vivant sur les pionniers de l'évolution, et j'en ai aussi parlé dans ma série sur les céphalopodes. Je ne veux pas faire trop de liens et trop de ponts, mais toi qui t'intéresses aux méduses, et on va en dire un mot avec toi tout à l'heure, les méduses, comme les céphalopodes, font partie des très rares populations animales en expansion dans les océans, alors que la plupart des autres étages des chaînes alimentaires sont ravagés par beaucoup de choses, notamment humaines, malheureusement. Et donc ça serait intéressant de comprendre pourquoi et comment. Et tu vois, quand tu m'as parlé de Lucas, c'est vrai, c'est une question que je m'étais jamais posée, donc je te remercie. Lucas, ouais, il a de grandes chances qu'il ait été posé au fond, peut-être qu'à un moment donné, il a décollé, peut-être qu'il était en suspension dans l'eau, on ne sait pas bien. Mais tu vois, dans le cas des céphalopodes, qui font partie, alors ce ne sont pas les premières populations animales, mais ils sont pas loin des tout premiers animaux qui se sont formés sur Terre, ces fameux céphalopodes, et dès le départ, les céphalopodes, ils avaient une coquille qui leur a permis de conquérir la colonne d'eau, et qui leur a permis cette mobilité qu'on n'a pas sur le benthos. Pardonne-moi de ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire des ponts entre mes séries précédentes et ce que tu es en train de raconter, ce qui me paraît utile. Donc oui, je plus sois cette histoire de se rendre mobile, le hasard de l'évolution a sélectionné des animaux qui, comme le plancton, a commencé à dériver. Et ça favorise les échanges. Les rencontres et les échanges. Et il y a quelque chose qui est intéressant, finalement, de voir que l'innovation, et ça c'est un point essentiel, ce manifeste du plancton, il est rempli d'optimisme et d'espoir. Et il y a un point essentiel de comprendre que l'évolution du vivant, elle s'est faite bien plus par de la coopération et de la mutualisation que par de la compétition. On a mutualisé les capacités, on a mutualisé, on a partagé, on s'est rencontrés. Et c'est ça qui a fait évoluer, c'est ça qui a fait innover. Et ça, c'est profondément en rupture avec les théories darwiniennes
qu'on nous a vendu depuis un siècle et demi. Dévoyé, exactement. Non, parce que Darwin lui-même a insisté sur oui, l'importance de la coopération. Oui, tout à fait. Et Haeckel a été plus un peu dans une logique un peu à justifier les différences sociales et raciales. Ernst Haeckel, voilà. son traducteur allemand. Et grand biologiste, mais qui a quand même, qui a fait des dessins de plancton magnifiques d'ailleurs, qui est un grand contributeur au plancton, puisqu'il a dessiné des planktons qui sont encore des références au niveau du plancton, mais en effet qui a eu une destinée un peu plus chahutée, on va dire, qui a beaucoup influencé les nazis notamment. Ernst Haeckel, effectivement, c'est le traducteur de Darwin. C'est un mec brillant, mais il a été massacré par ses successeurs pour 2 raisons. La première, tu l'as dit toi-même, c'est que c'est un des pionniers des théories eugénistes. J'y reviens pas, mais son autre grosse erreur, c'est un truc très connu que moi j'avais appris à l'école, qui s'appelle la fameuse théorie de la récapitulation. Tu sais, qui se résume à l'ontogenèse reproduit la phylogénèse. C'est-à-dire qu'en gros, les stades de l'embryon reproduiraient les différents stades de l'évolution. Et ça, la recherche de ces dernières décennies a montré que c'était faux. Et cette théorie-là, on la doit à ce fameux Ernst Haeckel. Je referme cette parenthèse. Il avait fait d'ailleurs des dessins pour appuyer sa théorie qui étaient complètement faux. Et qui étaient bidonnés. Ça a été qualifié de la plus grande arnaque de l'histoire de la biologie. Alors je pense qu'aujourd'hui il y a eu pire que lui, mais à l'époque c'était le roi. Mais c'est sans doute. Alors Haeckel a été incroyable, c'était un féministe, il était sensible à l'homophobie, il était extrêmement en avance sur son temps, il avait plein de belles choses, il a été dévoyé par les nazis, alors qu'il mettait les juifs et les nazis au même niveau, ce qui à l'époque, et ça les nazis s'en sont évidemment défiés, enfin l'ont renié à ce niveau-là, mais ça a été surtout un des défenseurs du darwinisme social, où il expliquait que l'évolution pouvait expliquer les différences de race, de société, etc. Et ça, on peut difficilement lui pardonner. Aujourd'hui, c'est un peu comme il y a l'homme et l'artiste. Peut-on différencier l'homme de l'artiste? Peut-on différencier l'homme du scientifique? Voilà, le roman de Polanski. Bon, après, c'est toujours dur de juger après coup. Non, bien sûr. Et on est tous complexes. Et Haeckel a été brillant pour plein de trucs, mais il s'est planté là sur 2 énormes trucs. Il reliait. Ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve intéressant chez Haeckel, c'est que pour lui, l'art était de la biologie, et la biologie était de l'art. Et il reliait l'art à la biologie. Il a fait des dessins de plancton qui sont magnifiques, qu'on n'a même pas égalés alors qu'il était au microscope aujourd'hui. Et il faut regarder, taper. Si vous regardez sur Haeckel, c'est pas les théories raciales, on va dire, qui sont intéressantes. C'est vraiment ces dessins de plancton qui sont magnifiques. D'ailleurs, la porte d'entrée de l'univers de la grande exposition de Paris en 1900, c'est un radiolaire dessiné par Haeckel en fait. Voilà. On avait prévu avec toi d'expliquer les grandes étapes de la vie qui concernent le plancton. Ouais. Alors en fait, on a donc déjà Lucas, c'est la première étape avec cette prolifération de cellules vivantes qui sont à l'époque anaérobiques. Il faut bien comprendre que pendant 2 milliards d'années, elle est purement dénuée d'oxygène. De 4,2 milliards d'années jusqu'à 3 et quelques milliards d'années, voire 2 et quelques, c'est très flou tout ça. On sait que les organismes font essentiellement de la chimiosynthèse et pas de la photosynthèse. Et donc il y a environ 3 milliards d'années, il y a des cyanobactéries qui apparaissent. Certains disent pareil qu'ils viennent de l'espace puisqu'on imagine mal comment elles sont apparues. Il y a des sauts évolutifs qu'on explique mal, notamment dans la gestion de l'azote à la fois avec la photosynthèse. Bref, ces cyanobactéries, elles inventent une méthode très intelligente qui est de rompre le CO2 pour dégager de l'oxygène et utiliser le carbone pour créer leur matière organique. Donc, on appelle ça à l'époque la grande oxydation, le Great Oxidation Event, puisque à cette époque, l'oxygène va commencer par être capté par le fer dissous dans l'océan, ce qui va rendre notre planète toute rouge, rouillée. Le fer capte le carbone et l'enfonce au fond des océans. À un moment, il n'y a plus de fer, donc l'oxygène finit par envahir les océans et l'atmosphère et détruit tout. C'est-à-dire que l'oxygène, c'est un gaz toxique à l'époque, extrêmement toxique pour la vie, et donc il va détruire le vivant. Y compris détruire d'ailleurs ces planctons, ces cyanobactéries qui ont créé l'oxygène, qui ont libéré l'oxygène, ils n'étaient pas faits pour vivre avec cet oxygène, donc ils vont mourir aussi, ces cyanobactéries. On pourra faire un parallèle intéressant avec ce qu'on vit aujourd'hui, où on fait l'inverse, finalement on utilise l'oxygène pour relâcher du carbone, ce qui nous pose quelques problèmes, sûrement dans les années à venir. En tout cas, à l'époque, le vivant est détruit, le vivant va s'adapter, va apprendre à utiliser l'oxygène, et les descendants de ces survivants qui vont apprendre à utiliser l'oxygène, ce sont nos ancêtres. Donc ça, c'est une grande étape, c'est d'utiliser l'oxygène et de créer la photosynthèse. La photosynthèse, c'est sans doute la grande innovation de tous les temps. C'est créer de la matière grâce à la lumière du soleil. On n'a rien fait mieux depuis, parce que en termes d'impact, il est très limité. Et ça a créé tout le reste du vivant, puisque ça a permis de créer de l'oxygène et de créer de la matière organique pour des prédateurs. Ce qui est intéressant de retenir dans cette vision-là aussi, c'est de montrer que le vivant façonne l'environnement, et pas seulement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a trop souvent une vision du vivant qui est qu'on s'adapte à l'environnement. Mais en fait, c'est pas vrai. Le vivant, il façonne l'environnement.
peut-être encore plus que l'inverse. Et ça, c'est une révolution un peu copernicienne, c'est très galiléen de se dire en fait, c'est pas le vivant qui tourne autour de l'environnement, c'est l'environnement qui tourne autour du vivant. Et donc, au cours de l'histoire, le plancton a refroidi la planète, l'a fait réchauffer. Il faut raconter qu'après cette création d'oxygène, la Terre est devenue toute blanche, glacée, puisque les bactéries méthanogènes qui réchauffaient la planète sont toutes mortes. Donc c'est devenu une boule. Elle est passée de terre de feu à une boule de neige. On appelle la Terre boule de neige, la Snowball Earth. Snowball Earth. Voilà. Ouais. Et après, il y a d'autres bactéries méthanogènes qui ont réchauffé tout ça. On est revenu à des températures beaucoup plus élevées. Et en fait, le plancton a créé des énormes réchauffements et des énormes glaciations. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi dans cette lutte contre le réchauffement climatique de comprendre comment il fonctionne, parce que le plancton, c'est ce qui a créé le climat qu'on a aujourd'hui, et c'est ce qui a créé le pétrole, c'est ce qui a créé plein d'autres choses, on pourra en parler, et c'est un excellent moyen de lutter ou de maîtriser ou de comprendre comment gérer le réchauffement climatique. Ouais, ton copain Jean Covici dit souvent que le pétrole, c'est du résidu de plancton et que le charbon, c'est du résidu de fougère, tu sais. C'est ça. Et c'est l'autre truc que je voulais ajouter, c'est que tu as dit que... Là, je voudrais juste mettre des dates sur ce que tu dis. La grande oxygénation a commencé il y a 2,5 milliards d'années. C'est ça. Elle a duré un demi-milliard d'années. Enfin, ça a duré extrêmement longtemps. Et il y a eu un deuxième épisode d'oxygénation de l'atmosphère. C'était justement pendant le Carbonifère, où toutes ces plantes de l'époque, elles ont été enfouies sans se décomposer. Et là, ça rejoint mon histoire d'une respiration sur deux. Le rare oxygène qui est offert, entre guillemets, aux autres, c'est quand les plantes ne peuvent pas se décomposer. Parce que dès qu'elles meurent, les plantes, elles réabsorbent l'oxygène dans les processus. Voilà. Voilà. Il faut savoir que quand les plantes ont proliféré, elles ont détruit avec cet oxygène qu'elles ont créé une grande partie du vivant aussi. On parle de 95% de la vie sous-marine qui a été détruite à cette époque-là. Une grande extinction de masse qui est due, en partie en tout cas, à la prolifération des plantes sur Terre. Le vivant impacte l'environnement. Tout ça, ça fait partie d'un grand tout. Et c'est un peu la base de l'hypothèse Gaïa, on en reviendra aussi sûrement, parce que... Tu peux la rappeler en deux phrases ? L'hypothèse Gaïa, c'est de dire que la Terre, c'est un organisme global dont on fait partie, dont on ne se soustrait pas, qui maintient des états propices à la vie en permanence, propices à l'évolution de la vie. Et ça a été développé au début sur du plancton, c'est James Lovelock et puis Lynn Margulis, des très grands de leur époque, qui ont développé l'hypothèse Gaïa, quand ils se sont rendus compte que le plancton, quand il faisait trop chaud, il lâchait un gaz, le diméthyle sulfuré, qui permettait à la pluie de se créer, donc au nuage de se former et à la pluie de tomber et donc à refroidir la Terre. Donc en fait, on maintient un équilibre qui est propice à la vie, mais pas à toutes les formes de vie. Donc l'enjeu, je pense qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire que si le plancton change, le plancton ne va pas disparaître, quoi qu'on fasse. Il va continuer. Ce sera d'autres types de plancton qui seront beaucoup moins compatibles avec notre forme de vie. Et c'est ça l'enjeu en fait, c'est de maintenir les types de plancton qui vont nous permettre de survivre à nous. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et c'est ça qui est le grand enjeu, en fait. C'est de comprendre comment ces populations planctoniques, elles vont maintenir la vie sur Terre. Je voudrais juste rajouter un truc. Tu parlais tout à l'heure du pétrole qui a été créé par le plancton. En effet, il y avait des calculs qui ont été faits. On brûle tous les ans 1 million d'années de plancton sédimenté à travers le pétrole et le gaz qu'on consomme. Oui, et ça me permet d'ajouter, c'est aussi un truc que je raconte, que je rappelle parfois, c'est qu'il y a du pétrole qui est en train de se former aujourd'hui. Et ça rejoint notre problème de tout à l'heure sur la fameuse efficacité du plancton, qui en biomasse est ridicule par rapport aux plantes, mais c'est que le temps de formation du pétrole n'est pas du tout suffisant pour renouveler les stocks qu'on prélève, et ce chiffre le montre bien. Oui, après on reviendra, mais aujourd'hui on a des avions qui volent au plancton. Le taux de lipides produit par les planctons est exceptionnel et unique dans le vivant. Donc on a des solutions potentiellement de carburant de 3e génération qui pourrait être à base de type de microalgues. Ce que tu dis me rappelle les frustules, c'est un mot que j'adore. Ouais. Et le frustule, c'est le squelette en silice des diatomées qui prend des formes parfois qui sont parmi les plus belles du vivant. J'invite aussi celles et ceux qui nous écoutent à regarder à quoi ressemblent les frustules, F-R-U-S-T-U-L-E, frustules. C'est le nom du squelette en silice de certaines diatomées. Le plancton n'a pas forcément de frustules, voire de silice, mais en tout cas les diatomées ont ça. C'est intéressant. Alors déjà parce que les diatomées se créent une carapace de verre à 4 degrés. C'est intéressant parce que nous, sur Terre, on crée du verre à 1500 degrés. Dans des fours spéciaux. Dans des fours spéciaux avec des dépenses énergétiques monstrueuses et un impact carbone qui est catastrophique. Donc ça serait intéressant pour commencer de comprendre. En plus, ce verre, il est quasiment indestructible. Il faut des ultrasons pour le briser. Et il est recyclable quasiment à l'infini. Donc il a des propriétés qui sont exceptionnel, et donc c'est intéressant. Ce frustule, il va être important à plusieurs égards. Et d'ailleurs, ce frustule, il a contribué à créer la diatomite. Alors, il faut savoir que ce frustule, il est tellement complexe dans ses accroches qu'on en est fait dans l'aviation, dans l'aéronautique, on s'en est inspiré pour créer les accroches des avions, etc. Tellement ils savent résister. C'est-à-dire que vous mettez dans un torrent qui est très puissant, les diatomées, elles restent là, elles s'accrochent, elles bougent pas, elles sont ensemble. Donc on s'est dit comment ça résiste, on a étudié leurs accroches de leurs frustules et on s'en est inspiré pour l'aéronautique. Alors il y a plein d'applications, la diatomite, on va la retrouver
dans la litière pour chat, dans des désinfectants, dans des Anti-punaises. peintures, il y aura plein de choses. Le massif central est créé en diatomite en partie. En fait, au Mexique, il y a une montagne de 1000 mètres de haut qui est en diatomite. Donc, et d'ailleurs, les roches en général viennent souvent du plancton, les falaises d'Étretat ou de Douvres. Ouais. C'est des coccolithophores. Les coccolithophores, eux, c'est différent. Ils créent une carapace de calcaire, le coccolithe. Et ce qui est intéressant dans ces deux phénomènes, c'est qu'en créant une carapace, ces deux types de plancton, ils vont couler à la fin de leur vie. Et ça, c'est essentiel. Parce que finalement, c'est ce genre de type de plancton qui a permis à notre espèce et à tout l'écosystème actuel d'exister. Puisqu'ils ont, en coulant, ce qu'on appelle la neige marine, c'est très joli. Donc il y a perpétuellement ces espèces de quantités phénoménales de diatomées, de coccolithophores et autres qui coulent après leur mort, ou sous forme de pelotes fécales, donc quand ils sont absorbés par des zooplanctons qui vont les déféquer. Et donc cette neige, puisqu'elle est lourde, elle va séquestrer au fond des océans des millions et des millions de tonnes de carbone. Et c'est ça qui a fait baisser la température et le faire à un niveau là. Aujourd'hui, de par nos impacts environnementaux, de par le réchauffement climatique, de par les produits qu'on déverse dans l'océan, les infrastructures qu'on crée au bord de la mer, on change les communautés planctoniques. Elles sont très sensibles, ces diatomées et ces coccolithophores. On en trouve de moins en moins, et on va retrouver de plus en plus des dinoflagellés, qui sont un peu les méchants de l'histoire, qui produisent des toxines terribles déjà, qui ont été utilisées par la CIA pour tuer leurs pilotes d'avion, pour pas qu'ils parlent après. C'était des toxines de dinoflagellés. Dinoflagellé, c'est comme dinosaure. Dino, ça veut dire terrible. Terrible. Et ça, on l'avait bien vu avec Pierre Molot. Et flagellés, parce qu'elles ont deux flagelles, alors que nos spermatozoïdes qui descendent d'elles, sans doute, ces dinoflagellés, elles n'ont pas de carapace, elles vont rester en surface. Donc elles vont mourir en surface et relâcher le carbone dans l'atmosphère immédiatement. Donc on imagine un océan rempli non plus de diatomées et de coccolithophores, mais de dinoflagellés. Ouais. On pourrait avoir un océan qui n'absorbe plus 30% de nos gaz à effet de serre, mais 10 seulement, voire qui relâche du carbone. Ouais. Et alors là, c'est la fin du jeu, quoi qu'on fasse sur Terre. Et malheureusement, on l'avait vu dans les épisodes avec Pierre, il y a des prélèvements de plancton qui sont faits, parce qu'il est, comme toi, impliqué dans plein d'organismes, etc., qui montrent que les proportions de diatomées dans le plancton sont en baisse, et les proportions, en tout cas sur les eaux côtières, de dinoflagellés, en tout cas dans les endroits où on a fait les tests, sont en nette augmentation, et ça c'est inquiétant pour les raisons que tu viens de dire. Bah oui, tout à fait. Et qu'adviennent les marées rouges qu'on connaît, qui vont être destructrices, l'Ostréopsis à Biarritz notamment, qui va obliger à fermer les plages. Ces marées qui vont contaminer les produits de la mer, qui vont empêcher la commercialisation de coquillages, de crustacés, puisque ces toxines produites par les planctons contaminent les huîtres, les moules, etc., et les rendent impropres à la consommation, voire les poissons, comme on le voit avec la ciguatera aux Antilles, etc. Ouais, ciguatera qui rend aveugle, on en a parlé aussi dans Petit Poisson dans le podcast, ouais. Vincent, on avance à pas de plancton. Ouais, c'est clair. On n'a pas fini, mais c'est riche, donc il faut le temps d'expliquer tout ça. Je t'avais prié de nous rappeler les grandes étapes qu'on devait au plancton. On a largement parlé du climat et de la photosynthèse, et il y avait lieu de le faire, mais tu m'as pas encore parlé d'autres grandes étapes qui s'est faites avec le plancton, qui est notamment la création du noyau. Ouais, alors on ne sait pas trop comment ça s'est passé aussi, mais il y a un peu plus entre 1 et 2 milliards d'années. Au début, on avait donc les deux grands types d'organismes qui existaient, les grands domaines du vivant, on en a 3, les bactéries et les archées. Donc, le troisième étant les eucaryotes. Les eucaryotes, voilà. Qui arrivent maintenant. Voilà, qui arrivent maintenant avec la création du noyau. On pourra reparler des archées parce que personne ne les connaît, mais c'est intéressant aussi. D'ailleurs, c'est sans doute nos ancêtres, plus que les bactéries. Ouais. En gros, juste pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent, il y a les bactéries que tout le monde entrevoit, ce que c'est, à quoi ça ressemble une bactérie. Les archées, ça ressemble beaucoup, à une bactérie. Elles sont fondamentalement différentes. Exactement. C'est vraiment un autre domaine du vivant et elles sont essentiellement anaérobies, en grande partie méthanogènes. On en a dans notre estomac, on en a dans toutes les zones où il n'y a pas d'oxygène en fait aujourd'hui, au fond des océans, dans le compost, etc. Et il y a deux théories qui s'affrontent aussi pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent. C'est qu'il y a la théorie du 2 ou 3 domaines. Ouais. 2 domaines, c'est apparemment la tienne. Nous serions une émanation des archées, les eucaryotes proviendraient des archées, mais il y a une autre théorie, justement celle des 3 domaines, qui dit qu'il y a les bactéries, les archées et les eucaryotes. Donc eucaryotes, ça veut juste dire qu'il y a un noyau, hein, les deux premières n'ayant pas de noyau, les bactéries et les archées. Et donc voilà, il y a ces théories-là, alors autant que je sache, ne sont pas résolues. Il y a la théorie à 2 domaines et la théorie à 3 domaines. Aujourd'hui, il y a les archées d'Asgard, qui viennent du château de Loki, au nord, dans des fumeurs noirs, donc des volcans sous-marins à haute profondeur, à 2400 mètres de profondeur, où on a retrouvé des archées qui ressemblaient beaucoup à des eucaryotes. Donc on imagine que ces archées d'Asgard seraient un peu le chaînon manquant, un peu comme pour le chaînon manquant chez l'homme. Et donc on descendrait sans doute beaucoup des archées, même si on a dans chacune de nos cellules, et il faut le rappeler, on parlera de l'importance des symbioses, mais des bactéries, puisque les mitochondries qui nous fournissent l'énergie sont des bactéries qu'on a intégrées à nos cellules il y a quelques millions d'années aussi. Donc en tout cas, en effet, il y a cette invention du noyau,
qui va faire qu'on va encapsuler le patrimoine génétique au sein d'un noyau, ce qui permettra de le reproduire plus facilement et d'arriver vers une complexité beaucoup, beaucoup plus grande, et donc d'arriver vers l'autre Big Bang biologique, qui est la création de la multicellularité. On n'est plus dans la pluricellularité, puisque chez les bactéries et les archées, on peut se regrouper, on peut avoir des colonies, mais là, la multicellularité implique vraiment des fonctions spécifiques à chaque type de cellule, des cellules qui vont se consacrer à une fonction spécifique, avec une forme spécifique, avec des rôles spécifiques, voilà, locomotion, digestion, etc., respiration. Un peu comme les zooïdes des siphonophores au passage. Exactement. Ce qui est marrant, c'est que chaque zooïde, zoone c'est l'animal, est multicellulaire. C'est très bizarre les siphonophores en fait. Ce sont des assemblages qui ressemblent à de grands rubans, et effectivement composés de zooïdes, mais qui n'ont pas tous le même rôle dans le super-être qu'ils forment. C'est un peu comme Gaïa au passage, c'est un peu un holobionte. Oui, tout à fait, c'est une ville dérivante en fait. Mais c'est ça qui est fabuleux en fait, c'est de voir cette complexité-là dans le plancton. En tout cas, il y a cette multicellularité qui arrive, et là on commence à voir les premiers végétaux, les algues rouges, c'est les premiers organismes multicellulaires qui apparaissent, avec des symbioses dans tous les sens avec du plancton. La symbiose, on le rappelle, qui est la coopération ultime entre deux cellules, l'endosymbiose étant la coopération ultime, puisque dans l'endosymbiose, on acquiert les capacités de l'organisme avec lequel on coopère. C'est-à-dire que plutôt que de le manger, on va dire on va l'intégrer au sein de nous, dans une cellule qui va devenir une cellule végétale. On a intégré des chloroplastes, donc qui font de la photosynthèse, pour que la cellule devienne photosynthétique. On n'a pas mangé la bactérie, on l'a intégrée. On coopère. Et donc, à travers des endosymbioses, on va créer des organismes de plus en plus complexes, qui vont être multicellulaires et qui vont aller vers la dernière grande étape du vivant, qui sera la colonisation des terres. Je reformule ce que tu as dit parce que ça me paraît quand même assez complexe, mais juste pour que chacun comprenne bien ce qu'on dit. Il est à peu près acquis aujourd'hui que, tout à l'heure tu parlais de mitochondries. Les mitochondries, ce sont des petits organismes cellulaires, des petits éléments qu'on a à l'intérieur de nos cellules, qui n'ont pas le même ADN que nous. Et c'est ce qui fait dire aux chercheurs que ces mitochondries actuelles que nous avons en nous sont les descendants ultimes de bactéries qui, au lieu d'être bouffées par nous à une très lointaine époque où on était encore que nous-mêmes que des bactéries, ont été intégrées. Et au lieu d'être bouffées, elles ont commencé à bosser avec nous et sont devenues, sur le grand chemin évolutif, ces organismes cellulaires coopératifs qui sont devenus aujourd'hui les mitochondries. Il s'est passé à peu près la même chose chez les plantes, sauf que là, on parle plus de mitochondries, mais de chloroplastes. Il me semble que les plantes ont aussi des mitochondries, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et les chloroplastes, pareil, mais eux, ils auraient une fonction un peu différente, celle de réaliser la fameuse photosynthèse. Et c'est ça l'endosymbiose, c'est cette fameuse coopération dont tu parles, originelle, qui est fascinante. Et même le noyau, si je dis pas de bêtises, serait dû à une espèce d'interférence avec une bactérie. Oui, exactement. Tout est dû à des coopérations comme ça. Et d'ailleurs, la question, c'est est-ce que ça va s'arrêter maintenant ? Parce qu'on pourrait très bien imaginer l'homme devenir aussi photosynthétique. C'est-à-dire récupérer des chloroplastes, coopérer et imaginer l'impact d'un homme photosynthétique qui n'ait plus besoin de se nourrir et qui puisse produire son propre oxygène. Imaginez qu'on développe des chloroplastes. Et en fait, on n'en est pas loin. Aujourd'hui, il y a une société chilienne qui s'appelle Symbiox qui fournit des pansements qu'on insère dans les plaies. Ces pansements, ils sont imbibés de microalgues photosynthétiques. Elles vont alimenter ces plaies en oxygène et permettre à ces plaies de se réparer. Et donc, finalement, on commence déjà à intégrer dans l'être humain des chloroplastes avec des microalgues autour qui permettent aux humains de se régénérer. Donc, c'est intéressant comme évolution. Et imaginons qu'on arrive à devenir l'homo photosyntheticus, que certains imaginent, qu'on puisse donc manger, mais aussi, quand on n'a pas à manger, juste transformer l'énergie du soleil en nourriture, en matière organique. On aurait un impact sur la planète qui serait moindre et on n'aurait plus besoin d'oxygène, en tout cas moindre, et on pourrait voyager très loin dans l'espace, puisque sans oxygène, on pourrait quand même évoluer. Enfin bon, bref. On n'est pas au bout de l'histoire en fait. L'homme, c'est pas l'aboutissement de 4000 années d'existence, c'est une étape, et où ça va partir après, on n'en sait rien du tout. Je te raconte un truc qui va te faire sourire, c'est qu'il y a eu un poisson d'avril l'an dernier que j'ai beaucoup aimé. Il y a un agrégé de biologie qui a fait un post sur LinkedIn qui expliquait qu'on venait de découvrir le premier mammifère photosynthétique. Et ce qui est drôle, c'est que son truc, tu sais, ça a été viral, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et je voudrais quand même tempérer un peu ce que tu dis, si tu m'y autorises, c'est qu'on en est loin quand même. Il y a des recherches qui sont faites pour essayer de rendre ça possible, mais on est encore loin d'animaux qui seraient photosynthétiques comme les plantes. Ça existe déjà. Le ver de Roscoff est un producteur photosynthétique. La limace Elysie
Oui, est oui. Alors attention. la salamandre. Il se trouve qu'on a parlé du ver Une de des Roscoff. salamandres. Tout à fait. Mais l'énorme différence, c'est que le ver de Roscoff dont tu parles, que je connais bien, il héberge des algues. Oui. Il n'est pas lui-même photosyntétique. C'est le début d'une Alors- endosymbiose. Alors tout à fait, bien sûr, bien sûr. Donc effectivement, il héberge des algues sur Et lui, ça commence toujours comme ça, dont en fait. il est complètement dépendant, un peu comme le corail au Comme le passage. corail, tout à fait. Mais effectivement, ce que tu as dit me faisait penser à ce que Après, fait... les transhumanismes voient des symbioses entre Tout à fait. le digital et l'humain, en fait. Ouais. Ils pensent, voilà, Neuralink, Ouais. c'est quand même une mutualisation des capacités Oui. digitales et humaines. Donc on est dans une évolution aussi comme ça, même si je ne m'inscris pas là-dedans. On peut y arriver ou pas d'ailleurs. Mais Tout à fait, tout à fait, c'est vrai. en tout cas, il y a une grande évolution qui va résulter de tout ça. C'est la conquête de la Terre. Parce qu'en fait, faut savoir qu'à l'époque, donc il y a 500 millions d'années, on a de la vie que dans l'océan, encore une fois, et on va avoir ce qu'on appelle l'explosion cambrienne. Oui. Donc cette explosion de vie Oui. multicellulaire est extrêmement complexe et extrêmement foisonnante. En 11 millions d'années, Oui. il y aura une énorme révolution. Ouais. L'explosion cambrienne, c'était il y a 540 millions d'années, C'est ça. et qui marque le début d'une nouvelle super-ère, De un l'é- nouvel éon qui s'appelle le Phanérozoïque, Voilà. qui est l'âge des animaux dont phanère, ça veut dire visible, qui ont laissé des traces visibles. Exactement. Avant, ça n'a rien laissé de visible, c'était le Ça protérozoïque. a laissé des traces, Je il y a pense- des stomatolites, etc. Mais bon, c'est moins évident. Et surtout, on va diviser le monde, et ça c'est important aussi dans notre imaginaire, entre le précambrien et le cambrien. Donc finalement, il y a 3,5 milliards d'années d'existence qu'on met de côté comme ça en disant bah, ça c'est du précambrien, ça n'existe pas, on s'en fiche. Faut bien imaginer que conquérir les terres, ça a été un vrai défi énorme pour le plancton. Parce que les terres, c'est quand même vraiment hostile. Faut imaginer qu'il n'y a rien sur Terre à l'époque, Oui. que c'est... Il n'y a pas d'eau qui est cette espèce de fluide vital. Non, il n'y a pas d'eau. Surtout, la pression est très différente. Il n'y a pas de pression, la pesanteur. la pesanteur est différente. Surtout les températures. Les températures, elles varient entre le jour et la nuit avec des amplitudes de 45 degrés. Dans l'océan, il n'y a jamais plus de 5 degrés la même journée maximum. Donc on a l'eau qui tempère beaucoup les choses. On a surtout un oxygène qui n'est pas utilisable par la vie sous-marine. On ne sait pas utiliser l'oxygène qui est sur Terre. Donc, il va y avoir une alliance assez incroyable pour cette conquête qui ressemble vraiment à un film de guerre, quoi, entre des microalgues et des champignons marins. Pour, à la force de vent et des marées, arriver sur la Terre et créer ce qu'on appelle aujourd'hui les lichens, qui sont des organismes absolument délirants, qui sont encore partout, Et symbiotique, et symbiotiques. avec 3 formes. Hein. Il y a l'algue dont tu parles, Voilà, il y a il y a le cyanobactéries. champi, Ouais. et il y a les bactéries. Il y a les Donc, bactéries, ils sont 2 ou 3. Voilà, il y a les bactéries qui vont agir là-dedans aussi. Il y aura d'autres virus qui vont interagir. Enfin, c'est vraiment une section d'assaut de tout plein de plancton. Mais essentiellement, on a quand même des algues, des microalgues et des champignons. Les microalgues vont faire la photosynthèse. Les champignons vont entourer les microalgues pour les garder humides. Le gîte, Et voilà, le gîte. Et puis aller dans la terre. La terre, à l'époque, c'est des roches pour récupérer les nutriments. et qui fabrique les premiers sols, Et voilà. Qui et ça ont- fabrique qui ont le permis premier l'arrivée sol. des premières plantes, Exactement. Ça, c'est longtemps après. Ça, c'est la ligne de front, on va dire, qui avance. Ça végétalise les sols avec du lichen. Et là, il y a tout le reste qui peut arriver. Les plantes, les algues vertes qui deviennent des végétaux, les animaux, les poissons qui apprennent à utiliser l'oxygène terrestre. Il y a des branchies qui se transforment en poumons. D'ailleurs, on a encore des poissons, les poissons dits pulmonés, qui ont les branchies et les poumons, qui sont des Dipneustes. vestiges de ces... Voilà, les dipneustes. Ouais. Donc, il y a toute une évolution qui est assez incroyable, mais Ouais. surtout qui est assez courte et brutale et très récente. On parle de 10% de l'histoire de la vie sur Terre, là. Tout à fait. Et ouais. on pourra remarquer que certaines espèces n'ont pas survécu, voire d'autres ont décidé de revenir dans l'océan. Les baleines, les cétacés en général. Ouais. Et donc, peut-être que nous, un jour, on retournera dans l'océan, Ouais. parce que la Terre sera trop chaude et pour retrouver un environnement plus propice à notre survie. Maintenant qu'on a vraiment payé notre hommage au plancton, je rappelle que la Terre est à 4,6 milliards d'années. C'est à peu près le même âge que notre système solaire. Tu en parlais tout à l'heure. Pour achever la mise en perspective, l'univers, il serait né il y a 13,7 milliards d'années. La Terre, elle n'a qu'un tiers de cet âge, et le système solaire, le Soleil, etc. Et tu viens de nous dire que la fameuse explosion cambrienne, c'était juste il y a 540 millions d'années, c'est-à-dire on est sur 1/10 de l'histoire de vie de cette Terre de 4,6 milliards d'années, juste pour remettre les choses en perspective. Ma question maintenant, Vincent, pour toi, c'est est-ce qu'il y a encore des progrès aujourd'hui qui sont faits, qui permettent de mieux comprendre tout ça et d'ouvrir des potentialités qu'on pourrait avoir grâce au plancton ? Alors, en fait, on est au tout début de l'histoire. Et c'est ça que je trouve fascinant, si on devait résumer ce sujet et pourquoi le manifeste est essentiel, c'est qu'on est à une période charnière. Au 19e siècle, on a vu une explosion du savoir sur la biologie et la botanique, due à Darwin et à beaucoup d'autres chercheurs qui ont fait des explorations. C'est la période des grandes explorations sur la planète avec la compréhension du vivant. Mais on a uniquement compris le vivant visible.
On a complètement négligé l'invisible. Oui. Et comme disait Saint-Exupéry, l'essentiel est toujours invisible à nos yeux. C'est encore plus vrai pour ce qui est du plancton. Et donc, aujourd'hui, grâce aux innovations technologiques, on va comprendre ce qu'est le plancton. On va être capable, grâce à l'IA, grâce à séquençage ADN, qui a été une révolution dans la compréhension du microbien, grâce aux satellites qui permettent de surveiller, puisque le plancton est visible des océans, c'est ce qui donne la couleur aux océans, le plancton. Donc on va les voir évoluer des satellites, on va pouvoir comprendre grâce à des drones immergés, les flotteurs Argo par exemple, un grand programme de compréhension de la densité planctonique. Donc on est en train de comprendre ce que c'est. Là, je vais faire un tour avec Tara, là, demain. Tara, c'est un projet incroyable. Ils sont partis il y a 20 ans. On connaissait 40 virus marins. Aujourd'hui, on en connaît un demi-million. On a caractérisé depuis 20 ans 150 millions de nouveaux gènes dans l'océan. Alors évidemment, pour l'essentiel, on ignore encore complètement à quoi ils servent, mais 150 millions de nouveaux gènes dans l'océan en 20 ans, notre corps humain, c'est 20 000 gènes. Donc 150 millions de nouveaux gènes, c'est énorme. On est à 90% des gènes caractérisés dans l'océan qui ont été caractérisés dans les 10 dernières années. On a une explosion du nombre de publications sur le plancton, mais multiplié par 10 au cours des dernières années. On a vraiment des nouvelles technologies qui nous ouvrent un nouvel horizon de comprendre, d'être une espèce du 21e siècle qui sera celui des grandes explorations de l'invisible. Parce que si on comprend l'invisible, eh ben on comprend la Terre. On comprend le système Terre, on comprend la biologie planétaire. Ça me fait penser, il y a un de tes collègues que tu dois peut-être connaître, Guillaume Lopez, qui est ce spécialiste incroyable des champignons avec lequel j'ai fait une énorme série en 8 épisodes, qui nous disait le 21e siècle sera mycélien ou pas. Et là où il te rejoint dans ce que tu dis, c'est cette même exploration de l'invisible. Ouais. En gros, ce que disait Guillaume, c'est que tu vois, pour la plupart des gens, les champis, c'est ce que tu achètes au marché ou ce que tu vois quand tu te balades dans la forêt. Or, tu sais très bien que les champis, c'est d'abord le mycélium, ce triple W, là, tu sais, World Wide Wood, qui relie les arbres entre eux. Et c'est ça l'essentiel des champignons aujourd'hui. Et il y a aussi beaucoup de découvertes qui sont faites, etc. Pardon, je faisais juste un petit lien. Et les champis, pour faire un petit parenthèse, ces champignons, il y en a beaucoup dans le plancton, alors unicellulaires dans l'océan. D'accord. Et par contre, on n'y connaît absolument rien, mais c'est ce qui dégrade le bois dans l'océan, par exemple. C'est pas des bactéries qui vont dégrader le bois, c'est des champignons en général. Et donc, il est présent partout, mais alors là, vraiment, au niveau scientifique... il y a 2 personnes qui doivent regarder ce que c'est et c'est tout dans le monde. C'est un truc de malade. Donc le plancton, on est vraiment aux prémices de la compréhension de ce que c'est. Parce que c'est une chose de comprendre quel type d'organisme il y a à un endroit. Ce qui est à peu près ce qu'on arrive un petit peu près à faire aujourd'hui. Mais c'en est une autre de comprendre les interactions entre ces types de plancton, entre la façon dont ils communiquent, entre comprendre qui mange qui et qui coopère avec qui. Et ça, on n'y comprend rien. Et c'est intéressant parce que je pense que c'est l'essentiel en fait qu'il faudrait retenir, c'est le plancton, il gère tous les grands cycles géochimiques sur Terre. Le cycle de l'eau, le cycle du carbone, le cycle de l'oxygène, le cycle du nitrate, le cycle des phosphates, tout ça, ça va être géré par le plancton. Donc si on ne comprend pas tout ça, on n'aura jamais de système régénératif sur Terre. Le plancton, il est le passage obligé à créer un modèle régénératif. Et je pense que le développement durable, c'est un mot du XXe siècle. Quand on a détruit 50% d'un écosystème, on ne peut plus parler de développement durable. Quand vous avez un gars qui est à l'hôpital en réanimation, qui a perdu 50% de ses fonctions vitales, vous ne dites pas on va le faire durer, quoi. On dit on va le régénérer, on va le soigner, mais on ne va pas le faire durer, quoi. Donc là, on n'en est plus dans le durable, on est dans le régénératif. Et je pense que si on veut du régénératif, il faut qu'on apprenne le plancton, parce que là on est sur un système terrestre dont on ne connaît pas les règles, parce qu'on ignore tout du plancton qui supporte l'essentiel de ces grands cycles géochimiques. Alors justement, la question logique, cher Vincent, c'est que l'humain a un énorme impact sur le plancton. On a déjà évoqué cette question, on a déjà fait le parallèle, et l'amical salut à Pierre Molot, qui m'avait expliqué dans cette première série que les surabondances de dinoflagellés, moins de diatomées, en gros, alors j'aime pas dire utile, moins utile, mais c'est vrai que les dinos, c'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. Donc Vincent, explique-nous ces différents impacts de l'humain sur les planctons, peut-être en commençant par le changement climatique. Bah, évidemment, il y a un ensemble d'activités humaines qui vont impacter le plancton. Le changement climatique va défavoriser certains types de plancton par rapport à d'autres, plutôt ceux qui nous sont très favorables, on va dire. Oui. Donc ça va être un vrai problème pour nous. Encore une fois, l'enjeu, il n'est pas de sauver le plancton. Le plancton, il va être sauvé à la fin. La vie sur Terre, elle continuera. L'enjeu, il est de maintenir l'équilibre planctonique qui permet notre survie sur Terre et la survie de notre écosystème actuel. Finalement, c'est très égoïste comme approche, toute cette idée. Mais t'es salarié par l'ONU, t'es ni un philosophe, ni on pourrait y revenir, mais moi, je crois beaucoup à un avenir d'une planète de méduses, mais ça, c'est autre chose. On pourrait y revenir. Mais en tout cas, les activités humaines, elles impactent énormément le plancton. On va avoir le réchauffement climatique,
très fort impact. On va voir surtout aussi beaucoup les déversements. Le changement climatique, par exemple, qui va favoriser les inondations, les conditions climatiques extrêmes. Tu dis le changement, mais on a envie de dire les changements climatiques. Les changements climatiques. Et surtout le réchauffement, mais il y en a d'autres. Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, les événements climatiques extrêmes qui vont avoir un impact. On pense aux inondations nombreuses, aux cyclones, etc., qui vont créer des déversements de nutriments dans l'océan, qui vont absolument changer les populations planctoniques. On va penser aux pesticides, aux herbicides, à tout ce qu'on balance sur Terre, qui va avoir un impact énorme sur le plancton. On pense à toutes ces infrastructures marines qui vont changer profondément les flux des sédiments, qui vont changer les populations de plancton, les barrages, les ports, les infrastructures en mer, les éoliennes, tout ça, ça va avoir un impact fort sur le plancton. Les eaux de ballast, quand on transporte le ballast qui sert à stabiliser les bateaux, quand on transporte des hectolitres d'eau d'un bout à l'autre de la Terre et qu'on les reverse à l'autre bout de la Terre, forcément on déverse un ensemble d'espèces invasives, exotiques. Voilà. Donc on va avoir tout un ensemble d'activités qui vont être très très nocives sur le plancton. Et à ce titre-là, Pierre raconte avec beaucoup, je ne sais pas s'il l'avait fait, je crois pas qu'il l'avait fait dans son émission, donc je vais la raconter. J'adore son histoire de pourquoi les sardines adorent les châtaignes. Ah si, bien sûr qu'il l'a raconté. Il l'a raconté. Bon alors. Mais raconte-la. Non, je vais raconter autre chose. Alors à cet effet, il y a au Japon des initiatives qui ont été extrêmement intéressantes de voir que finalement des Japonais qui voyaient que leur ferme d'huîtres était détruite parce que les mauvais types de plancton proliféraient. Au lieu d'essayer de lutter dans leur ferme, ils ont été convaincre tous les villages alentours d'arrêter tous les pesticides, de repartir vers une agriculture beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus biologique. Et en quelques années, ils vont planter des arbres pour favoriser la production d'humus qui allait nourrir les gentils planctons, entre guillemets, et nourrir les huîtres après. Et ben c'est ça l'histoire des châtaignes. Et ça, très bien, c'est la même chose. C'est la même chose que l'histoire des châtaignes avec Pierre Molot. Mais là, en fait, lui, c'est quelqu'un de très connu au Japon. Il y a quelqu'un qui a dit la mer est amoureuse de la forêt au Japon, un poète, en montrant que le lien entre la terre et l'océan est essentiel et qu'il faut planter des forêts pour nourrir l'océan et qu'il faut faire attention à ce qu'on fait sur Terre pour préserver l'océan. Et je pense que l'enjeu essentiel, il est ici de mesurer. Mesurer quel est l'impact. Quand on fait quelque chose dans l'eau, comprendre quel impact ça peut avoir sur le plancton, parce qu'aujourd'hui on n'en a rien à faire. En fait, tout ce qui se passe dans l'eau, c'est on le balance dans l'eau et on s'en fiche. L'océan est une poubelle. Est une poubelle, voilà. Alors le plancton peut apporter des solutions. Il peut nettoyer l'eau si on le gère bien, si on utilise des bons planctons. Ça peut être dans les stations d'épuration, c'est des planctons qui sont utilisés pour nettoyer l'eau. Donc on peut trouver des solutions, mais il faut gérer les choses, il faut les comprendre avant tout. Tant qu'on n'aura pas compris le plancton, on va subir ces aléas qui vont générer les affres dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Cher Vincent, quand on a préparé l'émission, tu as dit qu'à cet endroit précis de notre enregistrement, tu voulais dire un mot sur les méduses, que j'ai envie d'introduire par le fait que les méduses font partie du plancton. Tu l'as dit tout à l'heure, la plus grande méduse du monde qui a des tentacules de 35 mètres de long, la fameuse crinière de lion, on en parle dans Petit Poisson deviendra podcast, qui est le petit frangin aquatique de Baleine sous gravillon, qui s'intéresse à tout ce qui vit dans l'eau. On a fait une série sur les méduses, on a même fait une série sur les siphonophores qu'on confond souvent avec les méduses au passage. Et quand on a préparé, moi je tombais d'accord avec toi pour en parler, pour rappeler que les méduses, au même titre que les céphalopodes, les poulpes, les seiches, les calmars, font partie des très rares populations animales qui, à l'échelle macro, sont en nette expansion dans les océans. Et ça, elles le doivent, bien que ce soit très involontaire, à l'humain, qui a fracassé tout ce qu'il y avait autour. Et donc, les méduses et les céphalopodes, en gros, ont plus de place et beaucoup moins de concurrence pour se développer. Et l'autre truc qui les favorise, les méduses comme les céphalopodes, c'est que contrairement à beaucoup d'organismes marins, ils souffrent moins de l'acidification et qu'en fait, le réchauffement accélère leur cycle de vie. Voilà ce qui est commun aux céphalos et aux méduses, mais tu voulais insister sur les méduses. En fait, c'est intéressant parce que, en effet, ça illustre les déséquilibres dans le plancton. Déjà, une petite parenthèse intéressante qui t'intéressera sûrement. Le méduse, c'est un terme vernaculaire qui est extrêmement inexact, puisque la méduse correspond à un stade de développement des cnidaires, qui est un type de gélatineux, qui naît polype, donc ancré dans le sol, et qui devient méduse. Méduse, c'est le nom de l'entité libre. Voilà. En fait, c'est un peu, moi je relis ça, c'est un peu comme si on appelait tous les animaux sur Terre adultes. Tout à fait. C'est un peu ça. Donc bon. Bien vu de ta part. On l'a expliqué dans Petit Poisson. Par souci de simplicité, on va continuer de l'appeler les méduses, parce qu'en fait, le problème c'est qu'entre une méduse et une salpe, il n'y a pas aussi autant de différence qu'entre un insecte et un humain. Ça n'a rien à voir, quoi. Le point choquant, enfin intéressant pour les méduses, c'est que comme tu l'as dit, elles prolifèrent dans les conséquences de nos activités. Alors plus ou moins. Mais en tout cas, ce qui est extrêmement intéressant pour les méduses aussi, c'est de savoir qu'elles ont survécu les 5 extinctions de masse. Ce sont parmi les seuls organismes, elles ont dominé la planète avant le Cambrien, avant l'explosion cambrienne, et elles ont dominé le vivant.
et elles ont survécu sans encombre les 5 extinctions de masse que le multicellulaire a connues. Donc ça, c'est assez incroyable déjà. Et aujourd'hui, en effet, les méduses, elles adorent tout ce qu'on leur fait, en gros. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, ça, elles aiment bien, c'est des environnements plus chauds. L'acidification des océans, c'est top. Elles peuvent digérer bien mieux les coccolithophores et autres organismes qui créent une coquille et qui ne peuvent plus la créer. Elles la digèrent mieux puisqu'elles n'ont plus... L'océan est trop acide pour qu'elles créent cette coquille, donc les méduses digèrent mieux ces organismes. Les plastiques, elles adorent. Parce que les sacs de plastique déjà vont étouffer leurs prédateurs. Les tortues vont manger des sacs de plastique et qu'elles prennent pour une méduse. Et donc, ça leur fait moins de prédateurs. Et puis les microplastiques, les méduses ont tendance à poser leurs polypes, donc leurs petits dessus, voilà, stade fixe. La grande flottabilité des plastiques permet aux méduses d'emmener leurs petits à travers le monde. Donc c'est très bien pour elles pour conquérir le monde, ça flotte tout facilement, etc. Mais la plus grande aide qu'on donne aux méduses, c'est la surpêche. La surpêche, elle va décimer tous les prédateurs et tous les compétiteurs des méduses. Ouais. En plus, les méduses se nourrissent des larves de ces compétiteurs, de ces poissons, compétiteurs et prédateurs. Donc non seulement on dessine le niveau du dessus, qui les mange, mais elle bouffe le niveau du dessous. Donc ça ne laisse aucune chance aux poissons pour se régénérer, on va dire. Puisqu'il y a de plus en plus de méduses, puisqu'on leur enlève leurs compétiteurs, leurs prédateurs, et que ces méduses, elles mangent les stades larvaires des poissons. Donc on voit bien qu'il y a un phénomène de prolifération. Il faudra aussi dire qu'une méduse, c'est capable de produire jusqu'à 19 000 œufs par jour. C'est beaucoup. On a vu une attaque d'un banc de méduses en Irlande de 26 km² sur 100 mètres de profondeur. Quelque chose de dément qui a détruit une ferme de saumon en quelques heures. Une soupe de méduses énorme. Et d'ailleurs, on parle de l'océan comme un bouillon de méduses, comme une soupe de méduses. Les méduses, elles ont optimisé tout leur métabolisme. Elles ont un métabolisme extrêmement efficace, extrêmement léger. Elles n'ont pas de cerveau, elles n'ont pas de cœur, elles n'ont pas de sang, elles ont tout optimisé. Elles sont uniquement là pour se reproduire. Elles sont très fragiles par ailleurs, on en retrouve tout plein, mais elles se reproduisent à une telle vitesse et elles ont survécu à toutes les extinctions de masse. Aujourd'hui, elles prolifèrent dans nos pollutions, dans nos activités, et peut-être que demain, finalement, nous, on va disparaître parce qu'on va créer un environnement qui est inapte à la vie à notre vie et à tout ce qu'on connaît, mais elles, moi je parierais bien sur les méduses parce qu'elles vont survivre, et peut-être que demain on aura non pas une planète des singes comme on le prévoyait il y a quelques années, mais une planète des méduses qui vont évoluer et qui vont créer des êtres plus intelligents. Après tout, quand on voit une méduse on se dit ça peut pas être le futur de l'humanité, mais bon, quand on voyait un petit invertébré qui suçait des sédiments sous forme de poisson il y a quelques centaines de millions d'années, il était impossible de se dire qu'il finirait sous la forme d'une baleine majestueuse ou d'un être humain connecté à un smartphone. Donc pourquoi pas les méduses après tout. Tout à fait. De tout ce que tu as dit, et je bois chacune de tes paroles, cher Vincent, je réfuterais juste le terme attaque, puisque vu qu'elles ne choisissent pas où elles vont, il y a des très jeunes qui nous écoutent, mènent sous l'avion, donc c'était pas concerté de ce que tu racontais. Non, le hasard fait que sur leur route, qu'elles ne choisissent pas, je répète, il y avait un truc de saumon et que bim bam boum. Donc je réfuterais le mot attaque, là, c'est pas pour t'embêter. Mais on a des problèmes d'ailleurs différents. Au Japon, il y avait des méduses de 200 kilos qui ont renversé des bateaux et empêché la pêche. Il y a des méduses qui bloquent les circuits des centrales nucléaires de façon assez gravissime. De refroidissement. Voilà, et des incidents assez graves dans les centrales nucléaires. Donc on va avoir un monde, et puis surtout on va avoir une densité, un océan de méduses. Dans les zones mortes, qui est un autre système dont on pourra parler, des zones désoxygénées de l'océan, elles prolifèrent, tout le reste meurt, sauf elles, parce qu'elles ont besoin de très peu d'oxygène pour survivre. Ce que tu es en train de dire, c'est que les méduses, c'est pas juste un problème l'été quand on va se baigner sur la plage. Ah non, en fait, le problème est bien plus vaste, et il faudrait surtout pas croire que c'est un problème négligeable. C'est ce que tu es en train de dire. Merci d'avoir rappelé ça. Vincent, il faut quand même qu'on avance dans notre appât de plancton, dans notre belle série. La question suivante que j'avais envie de te poser, c'est quelle solution permet d'envisager le plancton? Il y a plein de domaines dans lesquels le plancton offre de jolies perspectives. Parmi ces solutions que laisse espérer le plancton, il y a tout ce qui concerne les bioindicateurs. Ah oui, en fait, l'intérêt d'une ressource qui était invisible et qui devient visible, c'est qu'elle fournit une solution. On se souvient que les mineurs, ils emmenaient des canaris dans les mines. Parce qu'en fait, le canari, il chante, et quand il y a trop de carbone dans la mine, il arrête de chanter. Et donc, c'est là qu'il faut remonter. Quand les gaz sont trop importants, notamment le carbone, le gaz carbonique, le canari arrête de chanter. Donc on en met toujours un canari dans les mines pour savoir quand est-ce qu'il y avait... c'est un peu pareil avec le plancton en fait. Le plancton, il va nous expliquer ce qui se passe dans l'océan. Où il y a de la surpêche, où il y a de la pollution, où il y a un risque de réchauffement climatique avéré, de changement des courants. Il va pouvoir nous indiquer ce qui se passe. Faut savoir que quand il y a quelqu'un qui est mort par noyade, on analyse le taux de diatomée dans ses poumons
pour comprendre à quelle heure il est mort, dans quelles circonstances et qu'est-ce qui s'est passé. Donc si on peut analyser ce qui s'est passé pour un corps en décomposition, on peut sans doute analyser ce qui va se passer pour une planète en cours de décomposition. Non, je rigole. Mais en tout cas, il y a un ensemble d'informations qui est dans ces communautés planctoniques et qui va être extrêmement intéressant et qui va servir aux grands décideurs mondiaux pour prendre des décisions et pour vérifier que les traités sur l'océan et que ces engagements qu'on prend, eh ben, ils sont respectés. Et notamment pour le climat, pour la biodiversité, c'est des indicateurs qui vont être essentiels et qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, nombreux sont les océanographes ou les biologistes marins qui disent que les recherches du GIEC ont largement oublié les spécificités de l'océan pour mesurer le potentiel du réchauffement climatique dans les années à venir. Voilà. Il y a beaucoup de biologistes marins ou d'océanographes qui affirment aujourd'hui que le GIEC a largement négligé l'importance du plancton pour mesurer les effets à venir du réchauffement climatique et l'emballement du réchauffement climatique. Et il y aura peut-être des effets inattendus parce qu'on n'a pas compris ce qui se passait avec le plancton. Donc c'est vraiment un bioindicateur extrêmement important. C'est un canari dans la mine qui va nous expliquer ce qui se passe et il va falloir écouter son silence, ce qui est compliqué pour nous. C'est une magnifique punchline, Vincent, bravo pour ça. Donc du coup, logiquement, je t'enchaîne, après ce que tu viens de dire, sur le réchauffement climatique. C'est-à-dire que le plancton pourrait être une solution, il va falloir veiller à ce qu'on en fait, puisque le plancton a un rôle énormissime dans la séquestration du carbone. Ah bah oui, le plancton, il a créé des âges de glace et des âges de feu sur Terre. Snowballers. Voilà, snowballers. Et en fait, il y avait un chercheur de Woodsole qui disait, parce que les types de plancton qui séquestrent bien le carbone sont limités par la présence de fer. Il y avait un scientifique de Woodsole qui avait une punchline un peu forte en disant « Donnez-moi un conteneur de fer et je vous donnerai un âge de glace ». En disant finalement, si on balance du fer dans l'océan, il va y avoir une prolifération de plancton capable de séquestrer le carbone, qui va donc couler le carbone au fond des océans. Et on peut très vite arriver à un âge de glace ou à réduire la température sur Terre de façon massive. Pourquoi on ne l'a pas encore fait ? Parce que en fait, il y a eu quelqu'un qui a essayé de le faire. Il faut lui filer son conteneur au gars. Ross George, un entrepreneur américain, a essayé de le faire en le pendant sous forme de crédit carbone. Ça a été interdit par l'ONU en fait, en 2008 par un moratorium parce que les chercheurs ont dit mais attendez, on fait de la géo-ingénierie, on envisage de balancer ce fer pour séquestrer le carbone et on va avoir des gigatonnes de carbone qui vont arriver au fond des océans. Qu'est-ce qui va se passer ? Des virus vont se développer, des trucs qu'on n'avait pas prévus comme d'habitude. On comprend rien à la machine, donc on joue aux apprentis sorciers. Alors il y a deux écoles, hein. Il y a vraiment les Américains qui sont plutôt pour ce genre d'expérimentation et qui ont déjà démarré. Il y en a une grande qui a été menée d'ailleurs en Alaska en 2012. Mais les Américains aiment bien cette idée. Les Français les Européens en général sont beaucoup plus prudents avec la géo-ingénierie, arguant de la dangerosité. Après les Américains, enfin ceux avec qui je travaille en tout cas, il y en a un qui me racontait, qui me disait ouais ok, moi je sais bien que si tu roules à 100 km/h, faut pas tirer le frein à main, c'est dangereux, tout le monde le sait. Maintenant si moi je roule à 100 km/h, il y a un mur devant, j'ai plus de frein, bah j'étais le frein à main. C'est là où on en est aujourd'hui avec le changement climatique. On est à 100 km/h vers un mur, on tente le frein à main, on n'a pas d'autre solution. Donc aujourd'hui, il y a un grand courant de gens qui essaient de changer ce moratorium de l'ONU, de finir ce moratorium de l'ONU et de réouvrir les expériences. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de scientifiques, y compris européens, qui disent on a maintenant assez de recul et assez d'expérience et assez d'outils technologiques pour mesurer ce qui peut se passer. Il faut peut-être pas qu'on le fasse à grande échelle, mais qu'on commence vraiment à travailler le sujet parce que sinon il sera trop tard. Donc il y a un potentiel qui est extrêmement dangereux et il y a un vrai débat derrière. Ce qui pourrait être intéressant dans le cadre de cette émission, c'est de se dire comment ça marche. Parce qu'en fait, il y a 2 pompes dans l'océan. On sait que donc il y a 3 grands puits de carbone sur Terre qui absorbent à peu près un tiers des gaz à effet de serre. Donc le sol, les forêts, les océans. D'accord ? Les océans, il y a 2 types de pompes dans l'océan. Il y a la pompe biologique et la pompe physico-chimique. La pompe physico-chimique, c'est quoi ? C'est des courants du fait des températures et de la salinité qui vont naturellement choper le carbone à la surface et l'emmener au fond des océans pour lui faire le tour du monde et alimenter tous les organismes benthiques au passage. Le carbone dont tu parles, pour que chacun comprenne, il s'agit du CO2 atmosphérique. Tout à fait, qui va rentrer dans l'eau du fait d'un déficit de carbone en surface. Donc le carbone atmosphérique va rentrer dans l'eau, il va être pris par les courants qui vont l'emmener au fond des océans. C'est pas très intéressant parce que ce carbone, il va ressortir. Au bout de 1000 ans à peu près, il va ressortir, il va être rejeté dans l'atmosphère. Par contre, ça c'est 80% de la pompe de l'océan, cette pompe physico-chimique. 20% c'est la pompe biologique. 99% de la pompe biologique, c'est le plancton. Les autres végétaux marins, les mangroves, les algues, c'est 1%, c'est rien. Donc ce plancton, il séquestre ce carbone, 20% de ce carbone, mais lui c'est différent. Parce que lui, il va, sous forme de cette neige marine, l'envoyer au fond des océans. Où il va être séquestré. Pour des millions, voire des milliards d'années. Et surtout, c'est parce que ce plancton, qui est photosynthétique, qui est à la surface,
il absorbe le carbone à la surface, que ça crée un déficit à la surface qui va faire que le carbone atmosphérique rentre dans l'océan. Donc on voit bien que même si en termes de pourcentage de la pompe océanique, c'est pas grand-chose, la pompe biologique c'est en fait ce qui met en œuvre la pompe océanique en général. Donc en fait, il faut savoir que le plancton, c'est le plus grand contributeur de la pompe de l'océan, et qu'en effet, si on augmente cette pompe, on va arriver à, potentiellement, si on augmente les populations planctoniques qui absorbent le carbone et qui le séquestrent au fond des océans, on pourra ralentir le réchauffement climatique, voire l'inverser. Si on le fait l'inverse, si on abîme ces populations planctoniques, ce qui est le cas actuellement. Voilà, ce qui est le cas actuellement, on va se retrouver avec un océan qui absorbera moins de carbone, voire qui finira par en rejeter, et là, quelles que soient nos mesures d'austérité et de sobriété, ce sera la fin du jeu pour toutes les populations existantes sur Terre aujourd'hui, plus ou moins. Hein. Il y en a Game très over. peu qui... Game over, voilà. Donc il y a un enjeu extrême ici à comprendre et à agir. Et il va falloir agir dessus, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est de comprendre comment on peut agir là-dessus. Vincent, on continue à lister les solutions qu'on envisage grâce au plancton. Dans ton livre, tu parles de bioremédiation. Qu'est-ce que c'est ? Alors, la bioremédiation, ça va être l'activité de nettoyer les océans grâce au plancton. Aujourd'hui, dans les stations d'épuration, c'est des planctons, c'est des microalgues qui sont utilisés qui vont absorber les nutriments, le phosphate et le nitrate. Tu dis les nutriments, mais aussi ce que nous, on considère comme des déchets. Le phosphate et le nitrate sont absorbés par des planctons. Les déchets, moi, j'aime pas parler de déchets, j'aime bien parler de bioressources non exploitées, en fait, non recyclées. Il n'y a pas de déchets, tout se recycle, hein, c'est de Lavoisier, rien de secret, tout se transforme. Et je n'ai fait que répéter le terme que les humains emploient à tire-larigot. Voilà, donc tous ces déchets, on peut en voir une espèce de un nouveau cycle avec le plancton, donc les faire revivre et les réutiliser. On voit de plus en plus de solutions et de sociétés utilisées pour récupérer les déchets des usines, les revaloriser sous forme de biostimulants, sous forme pour remplacer les pesticides, de nourriture animale, de biopackaging, etc. En faisant pousser du plancton. Ces lunettes que j'ai ici, c'est un prototype mondial. C'est fait avec du plancton qui a été fabriqué sur la base de déchets, entre guillemets, puisqu'elles ont proliféré avec des gaz carboniques provenant d'une usine. Donc on a tout un système où se dire, le plancton, il gère tous les cycles des nutriments, et donc il va en effet contribuer à transformer des déchets en bioressources. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Mais surtout, il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée. Le plancton, il va réparer la biodiversité. Le plancton, c'est la base de toute la chaîne trophique marine. Donc, si on veut réparer l'océan, il faut commencer par la base. Il faut commencer par le plancton. Le plancton, il va soutenir les planktons producteurs primaires vont soutenir le zooplancton, qui va soutenir les petits coquillages et les crustacés, qui vont soutenir les petits poissons, qui vont soutenir les gros poissons, etc. Aujourd'hui, dans nos gestions de la pêche, on est encore très préhistorique. D'ailleurs, c'est une activité de chasse, la pêche. Et donc, pour définir les quotas, on mesure la quantité de poissons et la pêche qui va être effectuée, le prélèvement qui peut être effectué. Mais c'est pas ça la logique écosystémique. C'est de comprendre comment ce quota, il est là. En fait, ce quota, il est là parce que le plancton existe. Et il peut être peut-être 10 fois supérieur si on gère bien le plancton. Pareil, quand on parle de défendre les baleines et les dauphins, très bien. Mais aujourd'hui, les baleines, on voit bien que malgré l'interdiction de la chasse, leur nombre a très peu augmenté. Et aujourd'hui, les baleines, elles meurent essentiellement de faim. Parce que le krill dont elles se nourrissent, qui est un plancton, il y en a de moins en moins, parce qu'il y a de moins en moins de production de plancton photosynthétique qui permet de nourrir le krill, etc. Donc, il faut avoir une gestion écosystémique de la pêche en général et de la vie sous-marine. Si on veut réparer l'écosystème, commençons par nous occuper du plancton. Aujourd'hui, il y a 3 milliards de personnes dont la survie dépend de la pêche. Si on veut les sauver, il faut soutenir ce fondement de la pêche qu'est le plancton, ce fondement de la vie sous-marine. Et donc, pareil pour les coraux. Les coraux, ils vivent en symbiose avec des planctons. Si on veut sauver les coraux, il faut sauver les planctons, les zooxanthelles qui permettent aux coraux de se nourrir. Les zooxanthelles, ce sont ces petites algues biosynthétiques et la partenaire de l'animal, ce qu'on appelle le fameux polype. Pardon, je t'ai interrompu. Voilà, le corail, qui sont en effet des animaux qui vivent en collaboration avec des planctons. Symbiose. En symbiose, voilà. Donc, vraiment, c'est l'idée de se dire, il ne faut pas seulement essayer de sauver les espèces qui nous sont familières et sympathiques et charismatiques. Il faut essayer d'aller voir cet invisible qui les nourrit et qui leur permet de survivre. Et c'est ça qui va faire qu'on va vraiment résoudre le problème, pas de la surpêche, mais de la disparition des poissons dans l'océan. On est toujours dans les solutions
que permet d'envisager le plancton. Et après la bioremédiation, on va envisager une autre solution qui commence par bio, c'est le biomimétisme. Et là, tu me ramènes à la création de Baleine sous gravillon il y a 5 ans, en 2020. Moi, quand j'ai créé Baleine sous gravillon, je faisais que des récits de biomimétisme. Depuis, j'ai un peu ouvert mes ailes et on explore d'autres sujets. Mais là, quelque part, tu me ramènes à mes premières amours. Et donc, au biomimétisme. Qu'est-ce que permet d'envisager le plancton en termes de biomimétisme ? Alors c'est infini en fait, c'est pareil, les solutions sont absolument infinies. On va reparler de ces frustules de verre par exemple. Les squelettes des diatomées. Et donc elle crée du verre à 4 degrés, donc c'est créé à 1500 degrés. Certaines bactéries marines vont créer de l'hydrogène. Certaines bactéries marines vont consommer du plastique, dégrader le plastique. Des champignons marins aussi. On a, ou d'autres polluants. Ou d'autres polluants, voilà, exactement. Je pense aux marées noires, ouais, je pense. Tout à fait. Alors les planctons sont plein de couleurs, c'est ceux qui donnent les couleurs à l'océan. Donc aujourd'hui, il y a la phycocyanthine qui est type de microalgue, qui est un colorant naturel. Donc on pourrait imaginer plein de colorants. On vit dans un monde d'encre, on s'en rend pas compte, mais d'encre ou de colorants, enfin tout est coloré, tout est ancré autour de nous. On a remplacé ça par des planctons, ça serait intéressant. Qu'est-ce qui donne la couleur rose aux flamants roses ? Ce sont les pigments qui sont dans les planctons. Qu'est-ce qui donne la couleur bleue des algues bleues ? Ce sont des pigments. Donc on va retrouver tout ça. La mer rouge, ça c'est des planctons. Donc on va retrouver des colorants. On va retrouver d'autres choses. On a même une société qui s'appelait Glowy. Alors ça n'a pas marché. Comme disait Churchill, avoir raison trop tôt, savoir tort. Donc ils ont sans doute raison trop tôt. Ils voulaient illuminer les villes avec du plancton. On ne le sait pas, mais 76% des espèces marines sont bioluminescentes. Et donc illuminer les villes avec du plancton, se dire on va mettre du plancton luminescent dans des ampoules qu'on va alimenter avec nos pollutions, avec notre gaz carbonique, pour qu'il éclaire les villes, génial. Dans des ampoules faites en verre de diatomée, allons-y. Enfin voilà, il y a un potentiel d'innovation en termes de biomimétisme qui est absolument infini. C'est vraiment, il y a une liste grande comme 40 bras à faire et on n'a rien vu encore, on n'en connaît qu'un tout petit bout. Ça va marcher, Glowy, j'en suis certain. Oui. Et les flamants roses, alors c'est drôle que tu me parles de flamants roses, puisque comme tu sais, j'avais vécu 6 ans au Chili. Il y a 7 espèces de flamants roses dans le monde, il y en a 3 qui vivent au Chili. Et donc je connais très bien les flamants roses. D'ailleurs, les flamants roses qu'il y a dans les eaux, on est obligé de leur donner des compléments alimentaires parce qu'ils ne les nourrissent pas toujours avec ce qu'on appelle ces artémias. Qui sont ces petits Artemia salina qui sont, entre autres, il n'y a pas que ça, ils mangent aussi des algues, les flamants roses. Mais bref, c'est ce carotène qui leur donne leur couleur rose, qui proviennent de ces petits crustacés qu'on trouve dans les lacs hyper salés. C'est ça, il faut savoir que les flamants roses mâles utilisent cet hyper fort antioxydant, donc qui est très très bon, pour mettre dans leurs plumes, pour frimer, pour devenir roses, alors que les femmes sont généralement plus blanches que les mâles parce qu'elles le réservent pour leurs œufs, pour faire grandir leurs petits. Donc il va falloir un peu de déconstruction chez les papaplanctons. tu veux dire qu'il y a du les mecs qui friment, quoi. Il y a du flamant rose planning. Alors du flamant rose spreading, voilà, qui friment avec leurs grandes ailes bien roses, pendant que les femmes elles se disent bon, comment on utilise le plancton pour nourrir nos petits, quoi, nous. On va pas frimer. Bref, c'était une parenthèse, mais en effet, le plancton est à la base de tout. Et l'Artemia salima, je sais pas comment tu pourras porter ça, mais on a un vrai souci de prise de conscience du plancton dans nos imaginaires collectifs. Et la seule expérience valable, je dirais, impressionnante de plancton, ça a été Pif Gadget, que tu dois connaître et aimer aussi. Mais bien sûr. Voilà, et le numéro le plus vendu de Pif Gadget de 71, ils avaient mis dedans des Pifis, qui sont ni plus ni moins que des Artemia salina, qu'on devait faire éclore. Bon, là, j'étais pas né, évidemment, à l'époque, mais ça s'est vendu à je sais plus combien de millions d'exemplaires. Ça a été vraiment... fallait faire éclore des Artemia salina pour le montrer à quel point elles se reproduisaient vite. Il a repris le gadget, entre guillemets, dans 4 numéros, tellement ça a bien marché. Et c'est malheureusement la seule vraie initiative hyper grand public pour démocratiser le plancton, alors que le plancton, c'est super important et on devrait apprendre le plancton comme on apprend les lions et les vaches et le reste, quoi. On devrait à l'école s'amuser à reproduire le plancton, etc. Et il est absent de notre imaginaire collectif. Personne ne sait ce que c'est qu'un diatomée, alors que c'est l'organisme le plus répandu sur Terre. Le Plochlorococcus, qui produit 5% de l'oxygène sur Terre et qui est un des planctons les plus répandus, on l'a découvert en 86. Enfin, il y a un manque total d'éducation et d'imaginaire chez les hommes, et ça c'est un point qui est extrêmement important si on veut résoudre tous ces problèmes, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres potentiels avec ce plancton. En tout cas, Vincent, ce qu'on est en train de faire veut remédier à cette situation. Tu parlais de Pif, 71, c'est mon année de naissance, figure-toi. Oh là là. Et je fais partie de ceux qui ont le couteau-là de Rahan en plastique. Oui. Évidemment. qui était aussi dans les gadgets de Pif Gadget. Fin de parenthèse, Pif Gadget. Ah oui, énorme. Mais c'était juste pour dire que les plus jeunes qui nous écoutent, en gros, il y a un peu le même procédé qui a été fait, tu sais, à propos du blob. Je renvoie à la série qu'on a faite sur le blob, qui est cette unicellulaire extraordinaire, Mixomycète, avec Audrey Dussutour qui était venue nous
nous raconter le blob. Et je me rappelle que on a vendu des blobs desséchés dans plein d'endroits et dans plein d'écoles, tu sais, il y a des faces, mais en gros, il y a des blobs. Ouais, Il y tout a à des fait, poissons ouais. rouges et il y a 2-3 trucs comme ça qui sont quasiment dans toutes les écoles de France. Vincent, il faut qu'on avance et surtout qu'on termine notre série gigantesque et obèse sur le plancton. Cher Vincent, au chapitre des solutions qu'apporte le plancton, qu'elles permettent en tout cas d'envisager, il y a le fait de tout simplement nourrir le monde. Ouais. C'est ce qui m'amène à la question de comment on le cultive, le plancton. Tu vas nous expliquer tout ça. Alors voilà, nourrir le monde déjà, c'est clair que le plancton c'est bon. Ça peut être bon. Il y a un chef qui s'appelle Angel Leon, vers Séville, qui s'est rendu célèbre avec son Plankton Marino. Donc il a fait un partenariat. Il a 3 étoiles au guide Michelin aujourd'hui. Hein. Il est dans Top Chef dans tous les pays du monde. Et il a fait un partenariat avec une société pour créer un type de plancton, enfin de microalgues bien spécifique, donc de plancton, et qu'il en fait une espèce de sauce avec laquelle il agrémente ses plats, et c'est devenu une star mondiale. Il y a eu un Netflix sur lui, enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un de célèbre. Donc il y a vraiment de la création à faire avec le plancton, de comprendre comment on peut se nourrir de plancton. Mais le plancton, en fait, on s'en nourrit déjà, pour certains d'entre nous, avec la spiruline. Tout le monde connaît la spiruline, une potion magique qu'on pourrait retrouver dans Astérix Obélix, tellement elle est bonne et tellement tous les grands sportifs en prennent aujourd'hui, qui ne date pas d'hier. Hein. La spiruline, ça date des Aztèques. On parlait de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine, mais l'Amérique centrale était un grand consommateur de spiruline il y a très longtemps. Quand les Espagnols sont arrivés, ils en mangeaient beaucoup. D'ailleurs, on raconte qu'un grand empereur qui adorait le poisson, mais qui vivait à 300 km des côtes, envoyait des esclaves à qui il donnait de la spiruline pour qu'ils soient capables de courir très vite les 300 km pour lui ramener du poisson presque frais. En fait, donc voilà, ça date pas d'hier de booster les fonctions métaboliques des hommes grâce à la spiruline. Donc c'est vraiment hyper riche en protéines, en fer, en antioxydants. C'est vraiment une bombe et qui se reproduit très vite en se développant avec du carbone. Donc on imagine très bien la chlorelle qui est une autre microalgue qui avait envisagé, alors les Allemands avaient utilisé la chlorelle dans les tranchées à Verdun pour nourrir leurs soldats. Et suite à la Deuxième Guerre mondiale, les Américains qui craignaient une pénurie mondiale alimentaire avaient lancé des grandes usines de chlorelle pour nourrir le monde. Bon, finalement, les avancées technologiques et biologiques réalisées pendant la guerre ont permis de continuer l'agriculture comme on le faisait, mais il y a quand même un énorme potentiel. Il y a des taux de protéines qui peuvent aller à 70% dans les microalgues, 70%. Le soja sur lequel on base notre agriculture, c'est 25%. Il y a des taux de lipides qui peuvent être à 60%, donc c'est énorme. Ça veut dire qu'on pourrait produire 10 fois ce que produit de l'huile de palme. Donc il y a vraiment un potentiel énorme, et il y a surtout un potentiel à nourrir la vie aquacole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de prendre du soja OGM et de nourrir des poissons avec, on va commencer à les nourrir avec ce qu'ils ont l'habitude de manger. Et ça, on ne comprend pas non plus comment ça se passe. Pourquoi on n'arrive pas à faire des thons d'élevage? Parce qu'on ne sait pas comment des larves de thon se nourrissent de plancton. Donc tout ça, il y a tout un ensemble à comprendre pour nourrir le monde différemment et nourrir le monde de façon régénérative. Et alors, pour ta question de comment on le cultive, aujourd'hui on sait que le cultiver à terre, ce qu'on appelle des raceways, c'est une espèce de grands bassins circulaires avec des formes un peu bizarres qui ressemblent à des circuits de course dans lesquels on fait circuler de l'eau et on fait évoluer les planctons, soit dans des photobioréacteurs, dans des tubes de verre dans lesquels on met des planctons et des microalgues notamment, et qui vont se reproduire. Donc on va leur mettre de la lumière, plus on leur met de lumière, plus elles se reproduisent. Si on veut qu'elles se reproduisent moins vite, elles se reproduisent moins vite, etc. Et donc ça, c'est assez fascinant de voir à quel point on peut trouver des solutions très rapides. D'ailleurs, ça m'amène à une anecdote intéressante. Alors, c'est pas nouveau, hein, cet attrait pour les microalgues. Pline l'Ancien adorait les microalgues. Et aujourd'hui, on voit que les gamers adorent les microalgues parce que eux, ils ont juste besoin d'avoir à manger et ça va résister. Enfin, les antioxydants vont être très bien pour eux. Ça va leur permettre d'être concentrés plus longtemps, leur protéger la rétine, etc. Et ce qui est intéressant, une anecdote intéressante à raconter, c'est que j'ai été voir récemment un site de l'Agence européenne spatiale parce que j'ai découvert qu'ils, depuis des dizaines d'années, ils essayaient de nourrir leurs astronautes et de développer la culture de spiruline, de cyanobactéries. Spiruline est une cyanobactérie dans l'espace, dans leur navette spatiale. Et j'étais encore plus bluffé de voir que c'était pas que l'ESA, donc la European Space Agency, qui faisait ça. C'était aussi la NASA, aussi Bio5, le programme russe. Tout le monde essayait de cultiver la spiruline dans l'espace, dans des navettes spatiales. Donc j'ai été voir les gars qui m'expliquent. Et ils me racontaient que, la spiruline c'est magique. En fait, dans l'espace, vous allez respirer du carbone. Donc vous n'allez évidemment pas dans l'espace ouvrir la fenêtre pour évacuer le carbone. On va trouver une autre solution. Donc les spirulines, elles vont absorber le dioxyde de carbone que vous émettez. Elles vont en faire de la spiruline d'un côté, de l'oxygène de l'autre. Ce qui est plutôt sympa. Vous avez à manger et à respirer. Alors là, j'ai voulu jouer au malin. J'ai dit, oui, mais ils ont besoin d'azote pour faire la photosynthèse, ces spirulines. Le chercheur m'a regardé amusé en me disant, on va uriner dessus. Dans l'urine, il y a de l'ammoniac, il y a de l'urée et donc il y a de l'azote. Donc en fait, on va
favoriser un cycle hyper optimal avec des microalgues qui vont absorber le carbone, le dioxyde de carbone, pour faire de l'oxygène, de la matière, sur lequel on mettra un peu d'azote biologiquement créé. Et donc, on a un système autonome. Et il me disait, et c'est même pas seulement pour dans la navette spatiale que c'est intéressant, c'est qu'une fois qu'on va arriver sur notre planète, on va pas planter des arbres. On va sûrement plutôt utiliser les organismes qui ont été les premiers à coloniser notre planète, que sont les cyanobactéries. Et c'est là que ça m'est venu, je me suis dit, mais c'est un truc de malade en fait. C'est-à-dire qu'on réfléchit, on se dit, en fait, les cyanobactéries sont arrivées sur Terre, donc les bactéries en général sont arrivées sur Terre il y a 4 milliards d'années, potentiellement de l'espace, dans des météorites glacées. La panspermie. Voilà, elles ont créé l'oxygène, elles ont créé toute la vie sur Terre, elles ont créé des exosquelettes humains qu'elles ont envahis. On sait que nous sommes, êtres humains, nous, beaucoup plus des êtres bactériens que humains, puisqu'on a 10 fois plus de cellules bactériennes que de cellules humaines dans notre corps, à travers nos différents microbiotes. Donc, ces bactéries, elles ont créé une biosphère, à partir d'une poussière d'étoiles. Elles ont créé des êtres humains, des exosquelettes qui aujourd'hui les emmènent et les font se reproduire dans l'espace pour aller coloniser d'autres planètes. Donc en fait finalement le destin de notre planète, peut-être que c'est un grand destin bactérien qui se réalise et qui est une étape pour la colonisation de l'univers par les bactéries. Vincent, je bois chacune de tes paroles. Je n'ai pas voulu t'interrompre, mais alors, du coup, tu m'as appris l'existence de cet Ángel, comment tu as dit Ángel León. Ángel León, qui a créé son restaurant, pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle Aponiente, qui est à Santa Maria, en face de Cadix. Voilà. Cadiz. Il a été surnommé le chef de la mer, retentissement mondial, donc j'irai creuser ce que tu m'as dit. La spiruline, tu as bien dit que c'était ni une plante, ni une algue, mais ce sont bien des bactéries. Des cyanobactéries, oui. Je trouve ça incroyable. Tu l'as peut-être dit que les Aztèques, dans les chroniques des Espagnols, les conquistadors, il a été consigné que les Aztèques mangeaient une sorte de fromage qui s'appelle le chilmoli, qui était fabriqué à base de cette fameuse spiruline, qui est une appellation alimentaire aujourd'hui. Et je voulais te dire un dernier truc, oui, c'est que, j'en parle dans mon bouquin sur les idées fausses, mais selon les dernières recherches, il y aurait à peu près autant de bactéries que de cellules humaines, si on veut comparer. Ça bouge tout le temps, ce genre de truc, mais voilà. Je tenais à le dire, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais il y a à peu près autant justement de bactéries que de cellules. Par contre, si tu ajoutes les virus avec le truc, il y a beaucoup plus de bactéries et de corps étrangers que de cellules. Les archées, les champignons, tout ça. On est d'accord là-dessus. Tu as bien parlé de nourrir le monde et vraiment on salue Ángel León grâce à toi. En matière de solutions qu'apporte le plancton, tu ne m'as pas encore parlé de bioénergie. Oui, les bioénergies sont une vraie solution de 3e génération, c'est-à-dire qu'on n'en est pas encore là, il va falloir un peu mieux maîtriser la culture du plancton dans d'autres formes de photobioréacteurs, voire en milieu ouvert, un jour peut-être. En tout cas, le taux de lipides est extrêmement élevé dans certains types de plancton, de microalgues notamment, et donc on peut imaginer, aujourd'hui on a fait voler dans les années 2000 un avion à base de biocarburants créés par du plancton. Donc c'est possible. Après, c'est un peu cher. Peut-être que les jets se donneront bonne conscience en volant avec du plancton. Mais aujourd'hui, on n'en est pas, en termes de productivité, on n'en est pas là. Par contre, si on veut lister toutes les applications intéressantes, on va parler beaucoup de médecine avec des innovations de rupture dans la médecine et dans le traitement des cancers notamment. Tu as déjà évoqué ce pansement qui contient de Les pansements sont essentiellement faits avec beaucoup... Il y a déjà beaucoup de gènes marins qui sont utilisés dans la médecine traditionnelle. Et encore une fois, on parle de traitements vraiment nouveaux qui vont permettre de révolutionner la médecine. On parlera de biostimulants aussi, les méduses, on peut les manger, mais on peut aussi les mettre sur les plantes. Ça va augmenter la rétention d'eau des plantes et permettre à des plantes de rester sans eau pendant 15 jours. Les Romains avaient déjà commencé ça, par exemple. Donc on a plein de solutions comme ça qui vont être là. La cosmétique va être aussi une vraie solution. Nos peaux, il y a déjà beaucoup de plancton qui sont utilisés dans les cosmétiques. Biotherme, c'est une fabuleuse histoire, je vous invite à raconter. C'est un plancton qui a été cultivé, Biotherme, l'histoire de Biotherme. Et donc l'essentiel de nos cosmétiques contiennent déjà des planctons, des microalgues. Donc il y a là aussi un énorme potentiel en fait à résoudre les grands problèmes de notre planète, le réchauffement climatique, la faim dans le monde, les problématiques de santé, les problématiques de pollution. Donc on a vraiment un Eldorado. En fait, moi j'appelle ça une Atlantide, puisque finalement on redécouvre ces villes sous-marines où la vie a prospéré pendant des milliards d'années avant nous et qu'on avait complètement perdu de vue. Donc c'est une Atlantide perdue qu'on retrouve aujourd'hui et qui nous offre un Eldorado devant nous, un Eldorado et une opportunité de solution absolument incroyable. Je suis sûr que tu as dû connaître L'Homme de l'Atlantide, cette série télévisée.
Tu Je regardais peux ça faire la avec musique passion avec ma comme bouche moi. si tu veux vraiment, vas-y. Et le gars, et tu te souviens, j'ai un truc que j'ai déjà raconté, mais je m'en lasse pas. C'est le gars à la fin, c'est dans le tout dernier épisode. Tu sais, ils sont un peu amoureux là avec Ouais, la ouais. patronne du sous-marin, machin. Et à la fin, ils retournent en gros dans l'Atlantide et ils se disent au revoir. Enfin, ils se disent adieu. Tu vois, tu sens qu'il y a un truc fort entre eux et tout. Et Mark Harris, c'était le nom de ce héros. Cette nana verse une larme. Il tend son doigt vers la larme. Il recueille la larme sur son doigt. Il la met sur sa langue et il lui dit, tu vois, bah tes larmes. Quelque part, c'est un petit morceau de l'océan. Donc on sera toujours ensemble. Je sais pas si tu te souviens pas de ce C'est passage. vrai. Non, je me souviens pas de ce passage. Bon, tu n'es pas un romantique. Non, ou alors j'ai pas assez regardé L'Homme de l'Atlantide, c'est aussi peut-être. possible. Peut-être. Allez, on va boucler notre série. Peut-être signaler que le plancton est aussi un enjeu géopolitique. C'est peut-être le moment de parler des aires marines protégées. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas qu'il est envisagé dans ces grandes COP dont on tarde à voir les résultats. Ça fait 20 ans qu'on vise de protéger 30%, le fameux 30-30, 30% des aires marines d'ici 2030. Ça fait 30 ans qu'on le dit, ça fait 30 ans qu'on ne le fait pas. Est-ce que c'est de ça que tu voulais me parler C'est compliqué, non. Enfin, oui, après, je ne vais pas juger ce qui est fait dans d'autres domaines et je sais combien les négociations, a fortiori en ce moment, multilatérales, sont complexes et difficiles à obtenir. On a un très beau traité qui a été adopté il y a quelques mois, le BBNJ, pour la préservation en haute mer, qui a été obtenu de haute lutte après 10 ans de négociations. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vraiment quelque chose de très important puisque la haute mer, c'est 65% de l'océan et c'est une zone qui est absolument non réglementée, où n'importe qui peut faire un peu ce qu'il veut, et où on voit des dérives arriver. Et c'est important, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est déjà que dans ces aires marines protégées, on ne prenne pas en compte le plancton. Donc on ne cherche pas à comprendre quelles sont les zones les plus importantes pour le plancton, qui est le fondement de tout le reste, encore une fois. Donc pourquoi on n'essaie pas de protéger ce qui nourrit tout le reste en priorité ? Ça me paraît absolument absurde. Donc aujourd'hui, on milite au sein de la COP Biodiversité pour la création de zones prioritaires à préserver pour préserver le plancton, justement. C'est ça le vrai enjeu aussi des zones AMP, qui est trop souvent oublié parce qu'on se limite à des poissons, encore une fois, qu'on voit, et à des problèmes de surpêche. L'autre enjeu majeur dont il faut se méfier, c'est une espèce de cannibalisation de ce potentiel génétique et de ces innovations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir que BASF, la grande entreprise de chimie, possède 47%, près de la moitié, des brevets sur les gènes marins au niveau mondial. 47% pour une seule société. Ces brevets marins qui sont en pleine explosion. Si on prend Allemagne, États-Unis, Japon, on a 75% des brevets marins dans le monde. Si on prend le top 10, on est à 98%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'approprie des ressources, on s'approprie des potentiels, on s'approprie des capacités qui sont dans l'eau, qui n'appartiennent à personne. Autant on pouvait dire que la quinoa, c'est plutôt bolivien qu'allemand, parce que bon, mais ce qui est dans l'eau, c'est compliqué de dire d'où ça vient, à qui ça appartient, etc. Et aujourd'hui, finalement, il faut des capacités pour aller prélever dans l'eau, pour aller caractériser, pour faire du séquençage ADN, pour former des gens capables de le faire. Donc finalement, c'est des pays très développés. Et on est dans une forme, aujourd'hui, de néocolonialisme de l'océan. C'est ça qui m'inquiète beaucoup. On est vers un néocolonialisme des ressources planctoniques. Et ça, il faut vraiment, et on travaille beaucoup là-dessus au niveau de l'ONU, mettre en œuvre des processus qui assurent une meilleure redistribution de cet immense potentiel d'innovation à travers le monde. Et ça, c'est extrêmement intéressant et extrêmement important. Après, si on y arrive, on va arriver à un monde qui va continuer d'aller de mieux en mieux. Je pense que le monde va de mieux en mieux, contrairement à ce que tout le monde dit, enfin tout le monde en Occident en tout cas, et qu'il faut qu'il continue d'aller de mieux en mieux. Et l'océan est un océan de solutions. Ce plancton, il est ce qui crée l'organisme global, il est ce qui relie la Terre et l'océan, il est partout, il est dans les flaques d'eau, il est dans le moindre trace d'humidité, il est dans l'air, il est dans les gouttes de pluie. Chaque goutte d'eau contient des millions d'organismes, des milliards si on compte les bactéries. Ce qu'on croit être vide, c'est un bouillon de culture en fait. Et ce plancton, il est partout, il connecte tout, il est le grand connecteur de ce grand tout qui nous abrite et dans lequel on vit. Donc si on apprend à comprendre ce plancton, on apprendra à vivre en harmonie avec ce grand tout. C'est ça qui est important, c'est de comprendre et d'agir avec le plancton. Il est grand temps que cette génération plancton s'éveille pour qu'on répare la planète, et le plancton, c'est l'avenir du vivant. Vincent Dumézil, merci pour ce grand voyage qu'on vient de faire avec toi dans le plancton, si j'ose dire. Peut-être pour finir cette émission,
D'habitude, je fais pas ça, mais c'est pas grave, on peut varier. J'ai envie de te demander des petites recommandations culturelles. Qu'est-ce que tu as envie de recommander? Alors, on va faire un gros bisou à Pierre Molot et à son manuel du plancton et renvoyer à la série qu'on avait déjà faite avec lui. On en a déjà parlé au début de l'épisode. Toi, là, quand t'es arrivé chez moi tout à l'heure, c'est drôle, je dois avoir, je sais pas, plus de 1000 bouquins là autour de nous. Et tout de suite, il y a un bouquin que t'as vu. Il est écrit en gros. Peut-être tu pourrais commencer tes recos par ce fameux bouquin. Oui, ce fameux livre, Christian Sardet, Plancton, un magnifique livre d'images, des images de plancton hallucinantes, parce que le plancton, il est avant tout magnifique. Le plancton, il a inspiré alors la phronime qui a inspiré Alien notamment, elle a inspiré des Pokémon, mais elle est surtout magnifique. Ces diatomées dont on parlait, c'est les bijoux de l'océan, on appelle ça. C'est des formes absolument fantastiques. Et ce livre de Christian Sardet, Plancton, il est extrêmement important et extrêmement beau. Parce que finalement, le problème, c'est que l'image du plancton que les jeunes générations ont, c'est celle du méchant James Plankton, je sais plus quoi, dans Bob l'éponge. Ce qui est un peu terrible quand même, ce qui est un peu très triste. Donc le plancton, c'est bien plus que ça. Il y a d'autres recommandations, je pourrais vous recommander Play for Plankton, qui est un peu un jeu pour smartphone où on classe du plancton en ligne en fait, des photos de plancton en ligne par analogie, etc., où on les classe par famille, ça nous permet d'atteindre des autres niveaux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça sert la science, puisque on fait le travail que devraient faire des chercheurs qui ont pris des millions et des millions de photos de plancton, puisqu'il y en a des quantités astronomiques, et donc on les aide à catégoriser ces planctons. Donc en atteignant ce jeu qui sert la science, c'est chouette, Play for Plankton. On a PlanctoQuest aussi, qui a été développé par le CNRS et par l'université de Grenoble, qui est une espèce de réalité virtuelle où on va s'immerger dans le plancton et toucher du plancton, etc. On a toutes des initiatives citoyennes qui sont extrêmement intéressantes. Planète Plancton, par exemple, qui est, ou Objectif Plancton, qui sont des initiatives citoyennes où on apprend aux gens à faire des prélèvements de plancton avec des outils frugaux qui coûtent quelques euros. Et à partout où ils sont dans le monde, des marins, des gens qui habitent la côte, des pêcheurs, partout où ils sont dans le monde, faire des prélèvements de plancton, transmettre ces données pour créer cette base de données globale qui nous permettra de comprendre cette diversité qui est tellement immense que c'est très dur de le comprendre autrement. Même la marine française s'y met, puisque la marine française, à travers la mission Bougainville, a mis à disposition 2 militaires qui doivent faire des prélèvements de plancton à travers le monde, partout où va la marine française. Donc voilà, tout le monde s'y met. On est tous des acteurs du plancton. On est tous des acteurs de cette révolution et ça commence maintenant. Alors aux algues citoyens, quoi. Aux algues citoyens. Un immense merci Vincent pour ta, je ne sais pas comment dire, pour ta résilience, pour ta patience, pour ta gentillesse, la clarté des explications, tout ça. Merci, magnifique enjeu le plancton, on vient de le voir en long, en large avec toi. Allez, je te pose ma toute dernière question et après on se dit au revoir. J'ai envie de te laisser conclure par ce que toi tu mets derrière l'expression baleine sous gravillon. Et il me semble qu'elle s'applique particulièrement bien à notre histoire de plancton. Tu vois, le titre de notre émission, là, c'est Baleine sous gravillon. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Sous le gravillon se cachent des micro-organismes qui nourrissent la baleine. En fait, et dans l'océan, on a des organismes qui sont extrêmement importants et qui nourrissent les baleines. C'est la nourriture des géants, c'est le plancton. C'est magnifique, j'ai rien à ajouter. Je te prends dans mes bras, Vincent. Longue vie à tes bouquins, à tes recherches, à tout ce que tu partages. Et je te retrouve très vite pour une nouvelle série, cette fois-ci sur les algues. D'ici là, prends soin de toi. Adios, amigos. Adios. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Maintenant, je m'adresse à ton cœur, car pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. 1. Pour commencer, tu peux partager nos liens à tes proches. 2. Très utile aussi, tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. 3. Encore mieux, tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Helloasso ou sur Tipeee. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres, En finir avec les idées fausses sur le monde vivant, aux éditions de l'Atelier, et Nomen, les origines des noms des espèces, aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terra Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait bien sûr un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien, à bientôt, et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.